Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre thème consacré au duel de titans entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. On continue d'explorer comment leur carrière et leurs films ont évolué en parallèle de l'histoire de l'Amérique des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Après une première partie où l'on est revenu sur la période 1970-1985, et avant une troisième où l'on parlera des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on se replonge dans une décennie charnière, 1985 à 1995. 10 ans qui ont vu nos deux icônes prendre des virages parfois audacieux et parfois plus discutables. Arrêtez ou ma mère va tirer. L'équipe de retour à l'écran est une nouvelle fois au complet, prête à trancher dans ce duel musclé entre les deux géants du film d'action. Moi c'est Max et je suis toujours avec Mick. Salut Mick. Salut. Alors rappelle-nous dans quelle team tu te situes. Je me situe dans la team Yo Adrian. Avec nous, il y a encore une fois Adrien. Salut Adrien. Salut. Alors toi, tu es toujours fidèle à ton Marion Cobretti. Oui, toujours Team Stallone et encore plus aujourd'hui, figure-toi. Ah, parce que je sens que tu vas nous faire des révélations sur ce que tu as vu. Et bien sûr, Eric, qui est avec nous également. Eric, toi, tu as changé de camp ou tu restes loyal à Arnold Schwarzenegger? Et salut à tous. Et moi, forcément, c'est la team Schwarzy. Mais quelle question! On repart donc au cœur des années 80. Réélu en 1984 avec une victoire écrasante, Reagan est au sommet de sa popularité. L'économie va mieux, la croissance est de retour, la consommation explose, Wall Street est en feu. C'est l'Amérique du triomphe, du capitalisme décomplexé, des yuppies et de la réussite individuelle qui influence le monde entier. À cette époque, Stallone et Schwarzenegger tournent notamment Rocky IV, Rambo 2 et 3 ou Cobra pour l'un, et Commando, Predator ou Running Man pour l'autre, qui sont quasiment des pubs pour le soft power US. Ça veut dire quoi ça? À quoi ça sert? Le soft power, c'est la capacité d'un pays à influencer les autres, non pas par la force ou l'argent, mais par son attractivité culturelle, idéologique et symbolique. Et dans ce domaine, les États-Unis sont les maîtres absolus depuis la Seconde Guerre mondiale. Hollywood, la musique pop, les marques, les séries, les jeans, les fast-foods, tout ça diffuse un certain mode de vie américain, fait de liberté, de réussite individuelle, de consommation. Le soft power US, c'est cette capacité à faire rêver, à imposer des valeurs, mais pas de manière directe. Dans le contexte de la guerre froide, c'est une arme redoutable. Pendant que l'URSS envoyait des chars, l'Amérique envoyait des blockbusters, du Coca-Cola et des héros invincibles sur les écrans du monde entier. Et ça marchait. Pour certains, ça marche encore, mais pas pour d'autres. N'est-ce pas, Eric? Moi, c'est là où Stallone, Rambo 2, Rocky 4, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, c'était pas possible quand j'étais jeune, c'est toujours pas possible maintenant. Alors, je regarde ces films-là, ce sont de bons films, ils sont bien faits, il n'y a pas de problème, mais au service, effectivement, c'est même plus d'un soft power, là, c'est d'un gros truc power, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très agressif, et le véhicule politique est tellement outrancier, puisque dès le début, on voit Rocky qui écrase la photo, on va dire, de son adversaire, donc c'est dit qu'il va lui écraser la gueule, c'est même pas la peine de regarder la fin du film, et derrière, eh bien, vous avez un véhicule idéologique qui est défendu, et la fin quand même de la séquence de montage de Rocky IV, il est en haut d'une montagne, il est en haut de tout, il est face au soleil, quoi, et ça vous raconte vraiment où se situent les États-Unis. Sachant qu'en face, les Russes passent pour des machines, pour des êtres totalement inhumains. Avec, c'est toujours rigolo de comparer les soft power, surtout par rapport à ce que c'est maintenant. Parce que, si vous vous souvenez de Rocky IV, le méchant russe, en fait, il est nul, en fait, ça va pas, parce qu'en plus, il s'entraîne avec des machines, en fait. Et les Russes trichent parce qu'ils ont la tech avec eux. Et Rocky, lui, il s'entraîne en bon américain, il soulève des charrettes, des pneus, voilà, des trucs comme ça. T'as pas mal, c'est pas mal, t'as pas mal, c'est pas mal. Et c'est marrant de le comparer au soft power américain qui existe toujours et qui est toujours aussi violent avec les films de super-héros. Mais comme la tech, ça devient un secteur à promouvoir aux États-Unis, c'est marrant parce que maintenant, les héros de ces soft power, de ces discours américains à peine voilés, c'est eux qui ont la tech, quoi, et qui font la démonstration de leurs gadgets, quoi. C'est autre chose qu'un match exhibition qui, d'après toi, n'a pas de valeur. Ce match, c'est nous contre les soviets. Et c'est pour ça que j'aimerais le relier
en miroir à Schwarzenegger. Voilà pourquoi je préfère. Parce que Commando, c'est pas très malin. Ah non. C'est un peu la même chose. Predator, c'est un film de SF, mais il y a quand même une grande partie gros bras. Sale petit enfant de putain. Mais pour moi, ce sont des espèces de parodies de Rambo 2, quoi. Et c'est des parodies de tout ça. C'est-à-dire que c'est bourrin, c'est très beauf. Il y a parmi les dialogues, je pense, les plus stupides du cinéma d'action dans ces deux films. Et on les aime aussi pour ça. Mais ce sont pour moi des films qui sont très décalés. Et ce sont des films qui critiquent en creux quand même cette vision extrêmement directe, extrêmement frontale du soft power. Personnellement, je trouve. Et donc c'est pour ça que c'est des films que je trouve, moi personnellement, Commando et Predator. Bon, Predator a l'aspect SF et c'est un monstre de mise en scène, donc on met un petit peu à part. Mais je trouve que ce sont des films, les films de Schwarzy à cette époque-là sont un peu plus décalés, me paraissent beaucoup plus inoffensifs d'un point de vue politique. Même si très sincèrement, pourtant je suis à la team Schwarzy. Le contrat Running Man et dans une moindre mesure Reddit, c'est pas des films non plus que j'adore, quoi. Surtout Running Man que je trouve vraiment pas bon du tout, quoi. Que le spectacle commence. Alors pour le coup, je vais devoir sauver l'honneur de la team Schwarzy, oui, parce que au contraire de toi, je vais le défendre Running Man. Alors je te l'accorde, on n'est pas dans le haut du panier des films de l'Autrichien, surtout il faut le dire. Il repompe allègrement le film de Boisset, Le Prix du Danger, comme je l'expliquais dans un précédent épisode, mais je trouve ce film quand même loin d'être pourri. D'abord parce qu'à la différence des films de Stallone dont tu as parlé, il critique et prévient cette société US qui va dériver dangereusement vers une société du spectacle et de la manipulation de l'opinion publique. Tout à fait. Et donc, il fait forcément écho à l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et pour moi, ça reste malgré tout un film d'action toujours hyper efficace, hyper nerveux et super divertissant, quoi. J'en profite, Running Man va d'ailleurs faire bientôt l'objet d'un remake signé Edgar Wright, un remake qui devrait être plus proche du roman de Stephen King par rapport à l'original, qui, comme je le disais, s'apparente tout de même à une copie du film de Boisset, qui lui était adapté d'un bouquin de Robert Sheckley. Moi, ça fait pas aussi longtemps que toi que je suis dans le show business. Mais j'apprends vite, tu sais. Alors je vais donner au public exactement ce qu'il veut. Parenthèse faite, je suis pas d'accord avec toi sur le côté parodique. Alors ok, au contraire des films de Stallone, il y a un côté cartoon dans les films de Schwarzenegger à cette époque-là, qui peut les faire passer pour des parodies, mais je pense que c'était plus une façon de se démarquer pour l'Autrichien dans le duel qu'il livrait déjà avec Sly, parce que il faut dire que les deux, ils se tiraient quand même pas mal la bourre à l'époque. Déjà. Et j'ai surtout du mal à penser, par exemple, que McTiernan a conçu Predator comme une parodie. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que c'est effectivement de la surenchère. Et le film va là-dedans. Mais il se trouve que, même à l'époque, Commando n'avait pas du tout la même aura que Rambo 2, et je trouve qu'en fait, Commando est dans une première partie de Predator, c'est pas politisé. Donc c'est pour ça que la lecture parodique, le fait de s'en moquer, c'est quelque chose je dis pas que ça a été fait en pleine conscience, mais c'est pour moi un statut que gagne le film, quoi, au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que Commando, par exemple, c'est celui qui est le plus frontal à Rambo 2, c'est difficile de le prendre au sérieux quand même, peut-être à l'époque et encore, mais là de nos jours c'est plus possible, quoi, du tout, quoi. Oui, c'est peut-être moins frontal et moins subtil, encore mais que ce soit dans Commando ou Predator, il y a quand même la vision très interventionniste de l'Amérique de l'époque. Et là, pour le coup, c'est en Amérique du Sud. Alors dans ce cas, c'est quoi la différence entre un Stallone qui s'attaque aux Russes au Vietnam et plus tard en Afghanistan dans Rambo 3, parce qu'on n'en a pas parlé dans Rambo 3 encore, et un Schwarzenegger qui retourne 2 pays à lui tout seul, en Amérique du Sud. Parce que dans les films de Stallone, cette mise en abîme comme ça politique, elle est aussi dans le scénario, dans les dialogues, dans les situations, voilà. Et que bien sûr. Finalement, à part 2-3 trucs qui sont évoqués dans Predator au tout début, la paperasse avec Carl Weathers et tout ça, le fait qu'ils ont été appelés, tout ça pour les ressortissants, tout ça. Finalement, moi, je vois plus Predator comme le retour à l'homme des cavernes presque. Il y a un côté comme ça très sauvage, l'Ubermensch, voilà, il y a un truc un peu comme ça. Ce qui fait que moi j'élimine un peu le discours politique de Predator, qui est quand même présent dans Running Man par contre, parce que c'est quand même
c'est pas politique, c'est politico-social, c'est-à-dire un commentaire sur la télévision à sensation qu'on connaîtra finalement nous en France bien plus tard avec Love Story et compagnie et puis tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais finalement, c'est presque un peu plus inoffensif et justement moins offensif que Rambo 2 et Rocky 4 qui sont ouvertement qui expliquent quelque chose. Le discours de fin de Rocky 4, bon, il est un peu... Pense à la team. Pense à la team. Non, le discours de Rocky 4, il est super. il est génial. Ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Bon, on a pas mal parlé de ce que véhiculent ces films, politiquement. En gros, je suis assez d'accord avec vous, même si je suis un peu plus modéré quand même. Mais moi, j'aimerais quand même souligner la qualité cinématographique de certains de ces films. Rambo 2, alors je vais le défendre, je l'avais dit que je le défendrais, je vais le défendre, notamment pour ses scènes d'action. 40 ans après, ça reste ultra efficace et ultra spectaculaire. Toute la deuxième partie du film, où Stallone récupère un hélicoptère et va chercher les otages, ça reste encore toujours aujourd'hui hyper impressionnant. C'est clair que c'est bourré de clichetons, que le message est pas super fin, mais ça reste quand même un super divertissement et il faut vraiment prendre le film comme tel. Murdoch. Je vais revenir et j'aurai votre peau. Rocky 4, c'est différent. Alors même si je trouve que c'est l'un des épisodes les plus faibles de la saga, il est bourré de clichés là aussi, avec un message de pure propagande, comme vous l'avez souligné, mais pour moi c'est encore aujourd'hui un pur plaisir de montage. Stallone, voyant que la jeune génération de l'époque passait son temps devant MTV, il a monté son film comme une succession de clips particulièrement efficaces. Le training montage qui se termine par Stallone en haut de la montagne, comme tu le rappelais Eric, ça reste pour moi toujours un exemple de montage encore aujourd'hui. Je passe rapidement sur Predator, qui reste pour moi l'un des meilleurs films d'action SF des années 80, pour vous parler du contrat. Parce qu'on laisse toujours de côté ce film dans la filmo de Schwarzenegger, parce que il est toujours jugé comme particulièrement mauvais, mais là aussi je vais le défendre. Déjà parce qu'on a un certain John Irvine derrière la caméra, qui est loin d'être un branque, c'est un habitué des séries B bien nerveuses comme Les Chiens de guerre ou Hamburger Hill, et qui emballe celui-ci, qui raconte la mission Undercover d'un ancien du FBI, chargé de détruire une organisation mafieuse, de manière tout aussi efficace. Je sais maintenant ce qu'on appelle la poésie de la justice. Je trouve juste qu'à cette époque-là, pour l'instant, avec tous les films qu'on cite, moi, de mon point de vue de petit con qui découvre le truc après coup, je trouve qu'on est quand même sur... c'est Stallone, là, l'image du truc, quoi. Là, dans tous les films qu'on cite, même là que je regarde de cette époque-là, j'ai rien de Schwarzy qui me fait... à part Terminator, voilà quoi. Alors que tous les Stallone, lapsus, tous les Stallone, je les ai vus, revus et je me les suis pris sans même avoir eu besoin de gratter quoi. Donc après, ça va plus être le cas, mais je trouve que là, pour l'instant, le débat est vite clos de mon côté. Et ben justement, tu vas pouvoir asseoir ton avis plein de bonne foi parce qu'on va parler de Cobra. Alors, est-ce que Cobra est un film politique et limite réac ou une simple bouse? Ou les deux? Je te donne la parole, Adrien. Tu trépignes tellement d'en parler. Non, mais c'est bon. Je vais pas faire tout l'historique puisqu'il y a un superbe épisode de Retour à l'écran express dessus, donc je vous invite à écouter d'ailleurs. Non, pour moi, Cobra, c'est une grosse claque cinéma dans ma vie. Peut-être la première, je sais pas si c'était avant Scarface ou pas, mais en tout cas, l'un de ces deux-là, si ce n'est les deux, font que je suis là ce soir. Et là, Cobra, les auditeurs sont tous en train de se poser des questions en disant Cobra, Scarface, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais niveau éducation, c'était assez limite. Surtout que j'ai pris ça au pied de la lettre complètement. Voilà, ce qui en dit long sur sur le personnage. Mais non, Cobra, moi, c'est un DVD que je chope dans un Jiffy dans la Creuse. Voilà, que j'ai été happé par cette affiche. Et tout est beau dans cette histoire. Mais oui, c'est voilà, c'était ça ou la drogue. Merci Jiffy. Donc Jiffy nous a quand même sauvé Adrien. Donc voilà, je me suis fait Cobra avec mon grand-père et vraiment sans aucun disclaimer ou rien du tout. Du coup, j'ai vu Cobra en me disant ça c'est un vrai mec quoi, quand dans le froc. Et du coup, merde.
Et non, du coup, énorme claque. Bon, déjà à l'époque, je fais le distinguo entre la qualité cinéma de Scarface et Cobra. Je sais bien que c'est pas un très bon film déjà à la base. Hein. Quand je le regarde, je me doute bien. Mais je suis complètement happé. Et donc, c'est mon premier Stallone. Voilà, j'ai pas vu Rocky, j'ai rien vu à cette époque-là. Je découvre Stallone par Cobra et je pense que c'est bien en plus. Tu vois. Et ça m'est resté. J'y crois encore. Voilà, c'est un film que j'aime toujours voir. Ce qui explique sûrement aussi ton affection supérieure à Rocky 3 que à Rocky 1er du nom. Bah, complètement, qui fait oui. Plus rugueux, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est ça, et puis il y a là, le côté années 80. vraiment... Là, on reste. Ouais. Voilà, ceux qui écoutent un petit peu savent que je suis à fond dans les années 80 et surtout les années 80 un peu fantasmées. Voilà, et là, dans dans Cobra, on est complètement là-dedans. Et même dans Rocky 4. Voilà, c'est cette imagerie-là que je viens rechercher et pas le fond politique ou intellectuel. Voilà, là, moi, je suis plus spectateur lambda à ce niveau-là quand je regarde un Stallone ou un Schwarzy à l'époque. Du coup, je préfère Stallone parce que c'est plus fun. Voilà. Cela dit, pour aller dans l'objectif Team Sly, moi aussi, quand je découvre les Stallone du milieu des années 80, j'ai pas la grille politique en tête ou quoi que ce soit, et je prends ça comme des purs films d'action. Donc à l'époque, j'adorais même Rambo 2, j'aimais vraiment beaucoup. Rocky 4, c'est comme pour Rocky 3, je l'ai vu 2 fois de suite au cinéma, puis je l'ai vu un nombre incalculable de fois après en VHS. J'aimais vraiment, j'ai mis un temps avant d'avoir du recul sur ce que je regardais. J'étais premier degré là-dessus. Et Cobra, je l'avais vu comme ça. Et d'ailleurs, même, c'était assez étonnant parce que l'oncle avec qui j'avais vu le film, lui, se foutait de la gueule du film, de Cobra. Et je comprenais pas pourquoi, en fait. Parce qu'il disait, c'est pas possible, c'est improbable. Le mec, il coupe sa pizza avec ses ciseaux, il mange la pizza froide, il met le carton, je sais plus ce qu'il fait, etc. Il se la raconte et tout ça. Et moi, je comprenais pas ce second degré-là, quoi. Donc, je l'ai vécu. Pas de quoi tu parles. Je l'ai vécu un peu comme ça. C'est un tout petit peu après, c'est un peu avec la rencontre de Max, hein, en gros, que j'ai commencé à analyser un peu les films différemment, non, c'est vrai. Et c'est là que je me suis rendu compte, oui, que certains films étaient un peu limités, comme Vigilante, comme Cobra, Justicier dans la ville, etc. Où je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il y a peut-être un discours derrière ces films que je n'avais pas vu enfant, quoi. Cobra, moi je l'ai vu au cinéma à l'époque et déjà, alors donc j'étais jeune, c'est sorti en 86, donc j'avais 12 ans. Et j'avais trouvé ça mauvais, déjà à l'époque. Je le trouve dedans tellement au paroxysme de sa propre caricature Stallone que, en fait, tout le film pour moi est ridicule. Et en plus, le scénar est d'une faiblesse absolue. C'est très très con, c'est très mal joué. Et voilà, je me fais un peu ouais, je sais, tu souffres là. Je sais pas ce qu'il raconte, lui, là. Complètement fatigué, il est trop tard pour lui, là. Bah après, Cobra, tout comme Rambo 2, il y a quand même des séquences qui sont vraiment bien fichues. En fait, en termes esthétiques, purement esthétiques, il y a des choses qui sont vraiment... Tu trouves dans Mais Cobra? oui, Je trouve, hein, quand même, la photo... Si, quand même, il y a des choses, tu vois. Il y a des choses... On est de l'ordre du plaisir coupable, pas quand du même, tout. hein, voilà, hein, c'est... Oui, c'est du plaisir coupable, c'est sûr. Non, mais tu recommandes à quelqu'un, Cobra, à quelqu'un à qui tu en veux, quoi. Tu veux lui faire du mal, tu veux lui faire perdre 1h30. Et heureusement, Tous ceux à qui je l'ai montré m'ont adoré. tous tes potes sont des faux culs. Est-ce vraiment obligé de parler d'Over the Top ou pas? Mais oui. Bof. Moi, honnêtement, Bof. je vais juste faire un résumé. Je l'ai vu donc aussi au cinéma. Je ne sais pas pourquoi je suis allé voir ce truc au cinéma. J'ai trouvé ça absolument abominable. Et je l'ai revu une fois après. Je l'ai retrouvé abominable. Et donc je m'arrêterai là. J'ai rien d'autre à dire. Mais la musique, Max. Oh, ouais, moi j'ai pas grand chose à dire. Moi, je l'ai vu au cinéma. Alors, c'était à une période où je commençais à me rendre compte que les films n'étaient pas toujours tournés dans le même format. Et donc, je sais que j'avais passé mon temps à essayer d'enregistrer un peu dans ma tête le format des images pour voir si en VHS, il y aurait le même format, quoi. Parce que j'avais constaté, voilà, le fameux pan and scan, hein, lorsqu'on recadrait les cassettes. Donc, je sais que ça m'avait un peu travaillé pendant le film. Mais le film... Quand je le vois en salle aussi, avec la même tante avec qui j'ai vu Rocky 3, et j'étais un peu déçu.
J'étais vraiment un peu déçu. Je trouvais que le gamin était un peu tête à claque et tout ça. J'avais plutôt... Plus que ça, il a une tête de con, pardon. Ouais. J'avais quand même aimé le petit côté bras de fer, mais bon, j'étais vraiment très très jeune. Mais le film, j'aime pas la patine qu'il a, j'aime pas cette image là un peu lavasse qu'on retrouve dans 2-3 films des années 80 de Stallone comme ça. C'est pour ça que je parlais de l'esthétique de Cobra, qui a une esthétique qui survit mieux, je trouve, qui est vraiment plus léchée. Celle de Over the Top, elle fait vraiment film de la canon, un peu blafard, etc. Rien à voir. Mais par contre, j'aime bien la BO. Moi, j'aime bien. Je suis assez fan de Kenny Loggins. Pardon, pardon à la terre entière, mais je suis assez fan de Kenny Loggins et Meet Me the Halfway. Je trouve ça génial. J'adore. Mais quelle horreur. Ça reste mieux que Commando, mais ouais. Non. Après, pour pas balayer non plus Over the Top, il y a quand même quelque chose qui est intéressant qu'on va retrouver un peu plus tard dans la carrière de Stallone, qui est toujours avec des films dans sa biographie rejaillit un peu sur sa filmo, c'est le rapport justement au fils, parce que ça va revenir plusieurs fois, ça reviendra dans Rocky V, ça reviendra... Voilà, et parce qu'il y a aussi un truc où Stallone a l'impression aussi de rater des choses aussi avec sa famille, avec le fait d'être superstar et de rater un peu des trucs. Donc je pense que c'est pas innocent qu'il ait choisi ce film-là, même si en fait il y est allé parce qu'il a été payé une fortune à l'époque. Je sais plus, on parle d'un cachet de 12 millions de dollars, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui lui appartient. C'est pas non plus complètement dissocié du reste de sa filmo, c'est ça que je veux dire. À la fin des années 80, le ton change entre les États-Unis et son ennemi soviétique. Avec l'arrivée de Gorbatchev, l'URSS cherche à réformer un système à bout de souffle. Dialogue, désarmement, fin de la guerre en Afghanistan, la tension retombe. Un film en particulier va symboliser cette ouverture. C'est bien sûr Double détente. Un buddy movie qui voit collaborer deux flics, l'un américain incarné par James Belushi, l'autre soviétique interprété par Schwarzenegger. Capitaine Danko, vous êtes l'heureux possesseur du plus puissant flingue qui existe au monde. C'est notre pote Berin, 9,2 mm, qui est plus puissant flingue qui existe. Oh mais non, tout le monde pourra te dire que le Magnum 44 est le meilleur. Pourquoi tu crois que Clint Eastwood s'en sert? Qui c'est ce Clint? Moi, ça fait partie des Schwarzy mineurs, on va pas se mentir, qui était une belle découverte à l'époque. Je dois avouer que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est vraiment un film qui est dans son jeu. Bon, c'est peut-être... je suis pro Schwarzy, on est d'accord, mais il peut y avoir certaines limites parfois. Je suis extrêmement honnête, surtout quand on voit l'adversaire en face et ce qu'il propose. On est d'accord que déjà à l'époque, c'était un film du samedi soir, et je crois que je l'ai vu un samedi soir au cinéma quand j'étais jeune. J'avais trouvé ça sympa. Ce que je sais pas si ça vieillit très bien, mais une chose est sûre, c'est que c'est plutôt à voir pour l'espèce de caricature de Schwarzenegger qui revient un petit peu à Hercule à New York, quoi, avec son accent pas possible. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas un film qui vole très très haut. Je sais pas si ça se regarde encore bien maintenant, quoi. Voilà le souvenir que j'en ai. Bon, je me permets d'enchaîner parce que là encore, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, Double détente, c'est l'un des films de Schwarzy que je revois assez régulièrement et que moi j'adore en fait. Déjà parce que je kiffe le genre, le fameux buddy cop movie, pardon. Et justement ici, je trouve que le duo fonctionne à merveille. Je trouve aussi que c'est l'un des rares films qui traite de ce début de transition, de ce dégel entre les Américains et les Russes, dans lequel le rapport de force, il est cette fois plus militaire, il est plus du tout militaire, mais culturel et moral. Et là, pour le coup, le soft power US, il est forcément beaucoup plus subtil. Dans Double détente, c'est donc le flic américain qui mène le jeu dans un monde qu'il connaît et qu'il domine. Alors que le Russe, lui, il est invité à collaborer et à s'adapter aux règles du jeu au code américain. Ce qu'il finit par faire d'abord par obligation, et après par choix, parce que tu comprends, ils sont quand même super sympas ces Américains. Et ce flic russe qui au début était limite une machine, devient finalement plus humain. Nous sommes officiers de police, non politiciens. On a le droit d'être amis.
Alors moi je dirais que c'est déjà un film de Walter Hill. Donc Walter Hill, c'est quand même quelqu'un dont on parle assez peu finalement, alors qu'il a quand même à son actif pas mal de films d'action des années 80 comme 48 heures qui reprend un peu, Double Détente reprend un peu la formule de 48 heures. Le buddy movie, c'est un peu la même dynamique avec l'exubérant américain face au monolithe russe. Il y a une petite précision aussi, c'est que le démarrage du film se situe en Russie et d'ailleurs c'est le premier film à avoir été tourné sur la place, premier film américain à avoir été tourné sur la place rouge avec une toute petite autorisation de je crois que c'était quelques minutes et donc voilà, donc c'est aussi quelque part, ça va dans ton sens par rapport au dégel, quoi. Oui, exactement, mais par contre, en fait, il y a qu'une scène en fait qui a été tournée à Moscou dans toute cette intro en fait. C'est possible, ça je sais pas. Le reste ça a été tourné en Autriche et beaucoup de scènes, toutes les scènes qui se passent dans la rue, il y a une course-poursuite dans des rues, c'est en Hongrie. Il y a que la scène sur la place rouge en fait qu'on voit à un moment qui a réellement été tournée en Russie. Et en fait, pour poursuivre sur Walter Hill, c'est quand même un petit papa de la série B, donc il est à la fois responsable de 48 heures, mais aussi des Warriors. Il est aussi à l'origine aussi de Alien, chez les producteurs et les co-scénaristes aussi. Mais quelque part, ça commence déjà dans l'optique de Schwarzenegger, ça commence déjà à accumuler les réalisateurs un peu prestigieux, ce que n'arrivera finalement jamais à faire Stallone. Je crois qu'on l'a déjà plus ou moins dit, mais c'est vraiment à ce moment-là, parce que John McTiernan, avec qui il a fait Predator, et pas encore le John McTiernan aujourd'hui, l'aura qu'il a, il l'a pas encore parce qu'il n'a pas encore tourné Piège de cristal et sa suite, mais le troisième volet. Mais Walter Hill, c'est déjà quelqu'un d'identifié et je pense qu'il y a quand même un calcul vraiment précis de la part de Schwarzenegger pour se fabriquer une filmographie aux petits oignons, quoi. Vous connaître Miranda? Qui c'est cette pute-là? Américain. Et le film en lui-même, moi ça me fait marrer. Alors je suis comme toi, Eric, c'est que ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, mais je l'ai vu tellement souvent que je connais vraiment les dialogues quasi par cœur. Mais il y a des trucs vraiment hyper drôles dedans. La VF, elle est incroyable. S'il faut le découvrir, il faut le découvrir absolument en VF. Je ne sais pas si c'est Saw 2025, mais parce que je pense qu'il y a des blagues vraiment sous la ceinture et sexistes. Mais le film est toujours aussi marrant, quoi. Ça va, ma jolie? Va te branler. Merci. Je fais juste un petit rebondi sur le film, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et votre lecture, c'est une lecture que j'avais pas quand j'étais plus jeune, forcément. Le souvenir que j'en ai d'un film un peu plus mineur, en tout cas, c'est que, en fait, le défaut de ce film, c'est qu'il arrive quand même après des grosses bombes, et c'est vrai que Predator est tellement énorme. Et que on arrive avec un film comme celui-ci, en fait c'est le système de comparaison moi que je trouve, et puis Schwarzenegger est maintenant tellement reconnu et tellement identifié que on commence à voir vraiment le personnage dans le rôle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'aussi direct en fait qu'on pourrait l'attendre même vis-à-vis de notre adversaire Sylvester Stallone, qui arrive peut-être plus facilement quand même à incarner pleinement des personnages. Moi c'est peut-être là ma limite avec ce film. Et toi Adrien, tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Voilà. Et oui, très utile dans ce podcast. Non, mais en plus, je dois vraiment passer pour un gros branquignol alors que c'est juste. Non, pas du tout. Oh, à peine. Mais je l'ai pas vu. Voilà, dommage. Encore un très bon film de Schwarzy que je rate. Oh là là. Non, c'était plus intéressant de voir Conan pour toi. Alors justement, le fait qu'on en ait parlé dans la première partie, est-ce que ça t'a incité à le voir? J'ai vu Conan aujourd'hui. Voilà, il y a quelques heures. Dans l'intimité de ma salle de cours. Les 20 premières minutes m'ont happé, c'est-à-dire que j'étais vraiment dedans. C'est bien, c'est tout le contraire de ce que t'as dit la dernière fois, c'est ça qui est bien. Je me suis dit, ouais, ok, putain, ça a de la gueule et tout, c'est vraiment intense, quoi. Puis en fait je me suis fait lamentablement chier tout le reste du film. J'ai trouvé ça horrible. Il est récupérable. J'ai pris une petite note.
J'ai marqué 2h10 d'un mec huileux et muet qui pousse une roue et fornique entre 2-3 bastons de Molasson. Oh putain. Quelle sieste. Voilà. Okay, Est-ce qu'on peut appeler la police? Que fait la police? Charo un jour, Charo toujours. Non, c'est chiant de fou, les gars. C'est chiant de fou. C'est chiant Oh de là fou. là. Je veux bien hein, tout le début et tout, mais après on se fait chier grave, on comprend rien. C'est mou. Je suis sans voix. Eric Romer, c'est chiant de fou. Mais pas Conan, quand même. Non, mais je sais pas, je comprends ce que vous avez... Enfin, je pense qu'il faut le voir petit, tu vois. Il y a un truc très... un rapport à l'enfant, je sais pas. À 4 ans, ça passait nickel. Maintenant que je suis un homme mûr, je ne peux pas regarder ce genre de film. Non, tu peux pas, je ne peux pas. Non, mais il y a 2-3 trucs, blague à part, que j'ai bien aimé. Je trouve que le serpent était terrifiant. Ah, quand même. Voilà, il y a des trucs comme ça. Et en plus, j'étais en train de manger pendant cette séquence. C'était vraiment... J'ai trouvé ça dégueulasse. Mais franchement, non, le film, j'en ressors rien d'autre que... on dirait une pub de parfum bizarre. Putain. C'est Puisque atroce. c'est comme ça, on va t'attacher à une chaise et on va t'obliger à regarder Conan le Destructeur et Calidor à la suite. Non, Mick, on lui rendrait service parce qu'il va nous dire, ah, putain, mais ceux-là, ils sont vachement mieux, quoi. Remettez-moi les Barbarians. On se fait beaucoup moins chier. En plus, au début, j'ai commencé à aimer, je me suis dit merde, je vais devoir dire que j'aime bien. Et puis, en fait, non, pas du tout, quoi. Après double détente, Schwarzenegger se lance pour la première fois dans la comédie sous la direction d'Ivan Reitman. Alors, vous vous souvenez, c'est le réalisateur de SOS Fantôme notamment. Le film c'est Jumeaux, dans lequel il donne la réplique à Danny DeVito. Alors, on peut considérer que c'est le véritable coup d'envoi d'une nouvelle ère qui s'annonce, celle de la reconversion des héros musclés. Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau. Ah mais ça crève les yeux. Et même qu'en arrivant, je t'assure, je me suis cru devant un miroir. Je l'ai pas vu, donc voilà, comme ça c'est réglé d'avance. Ah, encore le film que t'as pas vu, ok. Ouais, c'est compliqué là. Moi, Jumeaux, je l'ai vu en salle et pour reprendre la formule de la dernière fois, je crois que je l'ai vu aussi à Bormes-les-Mimosas. Et à l'époque, Là où tout s'est passé. Je sais pas, c'est pas ça le truc. À l'époque, j'ai juste adoré le film. Je trouvais que c'était super, le mélange, l'esprit du film Bon Enfant, le mélange des deux. J'adorais aussi Danny DeVito, qu'on avait tous adoré dans À la poursuite du diamant vert, Balance maman hors du train et tout ça. Et je trouve que la dichotomie entre les deux fonctionne super bien. C'est assez guilleret. C'est une chouette mise en scène. Maintenant, le film, je l'ai pas revu depuis vraiment longtemps, facilement 15 ou 20 ans. Et je sais pas si aujourd'hui je l'aimerais encore, si je trouverais ça pas un peu ringard et con quoi. Voilà. Alors moi je l'ai découvert en vidéo, je sais plus pourquoi j'avais pas eu envie de le voir au cinéma à l'époque, et pourtant j'avais trouvé ça très sympa, mais pas inoubliable quoi. Je l'ai pas revu pendant 20-25 ans, et puis j'ai profité de sa ressortie en Blu-ray il y a 2-3 ans à peu près, pour le revoir, et là putain ça a été dur. Ouais, ça m'étonne pas. Ce qui reste du film, c'est une succession de gags lourdingues autour de leurs différences, l'un le grand musculeux, l'autre petit et trapu, et il y a absolument rien d'autre en fait. On se contrefout de l'intrigue, voilà quoi. Bref, je sais pas quoi dire d'autre. Tout à l'heure, Eric, tu parlais de film mineur. Putain, celui-ci, il l'est totalement. Et pourtant, ça a été un succès énorme. À l'époque, c'était 216 millions de dollars. C'est gros succès, quoi. Pour parler de Jumeaux, je suis d'accord, en fait. Je pense que c'est un film mineur et j'irais même plus loin en disant que c'est peut-être même un produit de consommation de son époque, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai vu en salle. Je l'ai vu jeune en salle à une époque où j'étais plutôt dans les films d'action, donc j'ai pas forcément trouvé ça formidable, mais en vrai j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et j'ai le souvenir d'une super sortie entre copains et copines à l'époque, et j'ai le souvenir du succès du film aussi qui était assez énorme. Mais qui êtes-vous? Le frère de Vincent. On est jumeaux. C'est vrai. Va dire à ton frangin que s'il me cherche des histoires, il va avoir affaire à toute ma famille. Maintenant, j'ai pas une folle envie de le revoir et je crois pas que je le reverrai, etc. Spontanément. Mais ce que je peux quand même reconnaître à Arnold Schwarzenegger avec ce film-là, même si c'est pas réussi, le move pour aller dans la comédie est pas si évident. Moi, je trouve que le move, il est quand même dangereux.
Et même si le film est pas bon, mais à l'époque, il était tout à fait regardable. Encore une fois, il était dans son époque, il n'était pas fait, à mon avis, pour traverser les décennies. Mais je trouve quand même que c'était un succès pour son époque, quoi. Et Arnold dans la comédie, c'était loin d'être gagné. C'est pas forcément du grand cinéma, mais ça fonctionne à l'instant T. Et comme on est là pour faire aussi une battle, Stallone, on va en parler un petit peu plus tard, va aussi faire ce move de la comédie. Et moi, personnellement, je trouve que le move de la comédie de Stallone, y compris sur des films périssables, est beaucoup moins, à mon sens, convaincant que le move vers la comédie d'Arnold Schwarzenegger. Moi, c'est ça que je constate quand même avec du recul. Ouais, et c'est vrai que ça ressemble à des comédies comme qui arrivera juste un peu après, comme Allô Maman ici bébé. Il y a la même énergie, le même truc, un peu loufoque, fantastique, un peu comme ça. Et en fait, c'est un mouvement qu'a fait Schwarzenegger en fait directement, parce que lui, il avait envie de tourner une comédie. Il a approché Ivan Reitman, et si je dis pas de bêtises, après avoir vu des films de Danny DeVito que je citais plus tôt, il s'est dit tiens, il y a un contraste intéressant entre nous deux qui pourrait donner lieu à un film. Et le film a tellement bien marché d'ailleurs que il a failli avoir une suite qui s'appelait Triplets, avec Eddie Murphy prévu dans le rôle, quoi, du triplet, quoi. C'est une Arlésienne qui tourne depuis à Hollywood depuis des années. Bon, je pense que ce truc ne verra jamais le jour. Oui, peut-être tant mieux d'ailleurs, et sûrement tant mieux. Mais c'est vrai que ça a fait pas mal de buzz, et ça a fait fantasmer pas mal de gens pendant pas mal d'années d'avoir ce trio en tête d'affiche, quoi. En 1989, c'est la chute du mur de Berlin, et quelques années plus tard, c'est l'effondrement de l'URSS. L'Amérique sort dans un certain sens vainqueur de la guerre froide, désormais seule superpuissance toujours debout. Le pays village d'or du capitalisme, avec une confiance totale en son modèle. La Russie, elle, s'enfonce dans la crise. Économie en ruine, corruption, instabilité. Cette bascule politique se reflète aussi à Hollywood. Dans les années 80, Stallone et Schwarzenegger incarnaient une Amérique en guerre froide, forte, musclée, triomphante. Mais dans les années 90, leur film évolue. On les voit plus fatigués, plus drôles aussi, mais parfois dépassés. Le héros invincible des 80s doute, vacille ou devient parodique. Comme si, après avoir gagné la guerre, l'Amérique ne savait plus très bien contre qui, ou pourquoi, se battre. L'URSS disparue et George Bush père ayant succédé à Ronald Reagan, Stallone est un peu perdu mais va vite se rassurer en retournant dans sa zone de confort avec le tournage du 5e opus de la saga Rocky. Puis dans son éternel duel à distance avec Schwarzenegger, il va enchaîner lui aussi avec un buddy movie au ton humoristique, Tango et Cash, dans lequel il partage l'affiche avec Kurt Russell. Tu connais Capitaine Quimol? Oui, oh, je vous ai adoré dans Conan le Barbare. Bah oui, moi Rocky 5, comme je l'ai dit dans le premier épisode, ça fait partie des Rocky que j'aime beaucoup. Voilà, moi quand je l'ai vu, en fait, quand j'ai vu la saga Rocky, j'ai tous vu d'une traite, et donc le 5 ne m'a pas du tout paru en dessous, ne faisait pas tâche. Voilà, je trouve même que du coup son côté un petit peu plus on va mettre des gros guillemets, mais homemade, un peu plus petit, voilà, moi ça me touche d'autant plus, donc je suis très touché par Rocky 5. Et est-ce que c'est dans Rocky 5 qu'il y a le petit robot à la maison? Non, c'est dans Rocky 4. Ah, c'est le 4, pardon, excusez-moi, parce que je n'ai retenu que ça des derniers Rocky. 4-5, je n'ai retenu que ça. Pardon. J'aimerais vous en parler, mais alors je sais que je vieillis, mais j'ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de ces derniers. En fait, il y a des trucs intéressants dans le film. À la base, d'ailleurs, Rocky devait mourir à la fin. C'est les studios de la MGM qui ont refusé. Et je pense qu'il a peut-être l'impression de ne pas avoir été un père très présent, et donc quelque part c'est aussi ce qui est en sous-texte dans le récit du film, et étrangement c'est le propre fils de Stallone qui joue dans le film, mais on pense que c'est Rocky qui va entraîner son fils, et finalement non, c'est quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de déviation comme ça où il va montrer une sorte de forme de paternité vers un jeune gars qui ne mérite pas son affection, et voilà, tout ça c'est hyper intéressant.
ça va se retourner contre lui, tout ça. Mais malgré tout, j'ai revu toute la saga l'année dernière avec les Creed à la suite et tout. Et même si je l'avais vu 2 fois à sa sortie, 2 fois de suite à sa sortie, que j'aimais beaucoup le film pour plein de raisons, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui. Je trouve qu'il a vraiment mal vieilli. Il est assez hideux visuellement. La DA est atroce, je trouve. Là où, par contre, moi, même Rocky 4, il y a des trucs que j'aime bien dans la DA, même si elle est too much, etc. Là, dans Rocky 5, pour moi, c'est juste pas possible. J'aime pas du tout la lumière et tout ça. Les costumes, même le casting. Après, elle correspond au ton du film, la c'est lumière, sûr. Enfin, la DA. C'est sûr, mais... Enfin, l'histoire, à ce retour aux sources un peu crasseux. Mais il y a aussi tout un truc scénaristique autour du fait qu'ils aient perdu leur fortune. Voilà, il y a eu un problème de transaction avec Paulie qui leur a fait la misère avec des placements ou je sais pas quoi. Bon, on sent que c'est un peu forcé tout ça et c'est assez laborieux. Le combat de rue, je le trouve aujourd'hui. À l'époque, j'adorais, mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment ridicule. Et heureusement, Stallone aussi, hein, d'ailleurs, il renie un peu le 5, hein, il le trouve assez mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que bien plus tard, on en reparlera plus tard, j'imagine, mais il fera le 6e volet qui est ô combien supérieur à celui-là pour terminer la saga Rocky. Et c'était mieux parce que pour terminer vraiment la saga Rocky avec le 5, ça reste quand même compliqué. Bon, je vais encore une fois trahir ma team parce que moi je l'aime bien cet opus. J'aime beaucoup ce virage qu'il fait prendre à la saga avec la fin de cette figure triomphante, hein, pour montrer un Rocky affaibli et donc plus humain. Ce Rocky-là, il sait plus trop où il en est. Il est en perte de repère, un peu comme l'Amérique de l'époque, hein, qui se sent orpheline d'avoir perdu son meilleur ennemi. Il y a en effet tout ce qui tourne autour de la filiation, que je trouve hyper intéressant. Bref, je trouve quand même ce film beaucoup trop sous-évalué. Vous voulez parler de Tango et Cash ? Ah, mais oui. Moi, j'aime pas trop Tango et Cash. Du coup, voilà, pour une fois, je sors de ma team. Tango et Cash, je l'ai découvert il y a 2-3 ans en télécassette. Quand j'avais chopé un maximum en télécassette, oui, c'est-à-dire j'avais chopé un stock de cassettes enregistrées, d'un vieux quoi finalement. Et voilà, comme vous, voilà, c'est ça. Et dedans, il y avait Tango et Cash que je n'avais pas vu, donc je me suis dit chic, je vais le regarder sur ma télé cathodique. Et en fait, j'ai trouvé ça, j'avais l'impression de regarder Alerte Cobra d'il y a 10 ans, quoi, 10-15 ans. J'ai trouvé ça vraiment mou, pas très drôle. Je trouve que Stallone, il est pas dans son rôle du tout. Je sais pas, on dirait qu'il se joue lui-même, mais pas dans le sens positif de l'autodérision. Je trouve qu'il y a un truc... Je sais pas, apparemment après j'aime Cobra, hein, donc mon avis compte peu ici, j'ai compris, mais en tout cas moi Tango et Cash, je suis pas du tout client, alors que à la base ça semblait me tendre les bras, quoi. Moi j'aime bien le duo avec Kurt Russell, c'est vraiment, ça marche super bien pour moi, parce qu'en fait il y a une espèce d'inversion. On aurait pu imaginer que le rôle que prend Stallone finalement aurait pu échouer à Kurt Russell et inversement, et il y a ce truc là où Stallone est un peu tiré à 4 épingles, il joue un peu avec son image aussi, il ira beaucoup plus loin dans Demolition Man et ça marchera beaucoup mieux, mais c'est déjà un premier pas vers ce chemin-là. Et Kurt Russell est génial, moi je trouve dedans. De toute façon, Kurt Russell est génial tout court, et ça marche super bien. Et le film a aussi, il est pas parfait, hein, loin de là, mais il a des super scènes tout le long du film. Moi j'adore la musique de Harold Faltermeyer dedans. Et puis il faut aussi dire que c'est un film qui a été démarré par Konchalovsky, Andrei Konchalovsky, hein, je crois que c'est le film qu'il a fait juste après Runaway Train, si je dis pas de bêtises, et qui a été un tournage cauchemardesque. Il a été viré. On parle de Stallone comme étant le réalisateur officieux d'une bonne partie du film, tout ça.
Et ça explique peut-être le côté un peu hybride où on part dans plein de directions, tout ça. Mais franchement, moi, je trouve que c'est un bon film bien marrant de la fin des années 80, un peu bodybuildé avec des blagues un peu grasses, etc. Mais ça fait bien le job. Ça avait cartonné en vidéoclub et c'est pas étonnant. La production du film avait été tellement compliquée que c'est le réalisateur de Purple Rain qui l'avait d'ailleurs terminé. Oui, c'est ça, par Magnoli, ouais. Moi, je me situe un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai bien aimé à l'époque. On l'avait vu en salle tous les deux, Mick. Ouais. C'est un film que j'avais bien aimé, qui était dans la droite lignée des buddy movies qu'on voyait à l'époque. Ça marchait bien, il y a quelques scènes sympas. Par contre, c'est un film avec une histoire tellement faible, un scénario tellement faible. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. Et puis il y a ça, là, cette volonté de pousser l'autodérision à coups de punchline pourri avec une putain d'hypocrisie en plus. Regardez comment je suis un homme nouveau avec mes lunettes et mon costard cravate. Putain, c'est d'une lourdeur. Donc voilà, avec le recul, il y a des scènes d'action toujours très sympas, mais bon, le film est quand même pas ouf quand même. Moi, j'ai la sensation d'un plaisir coupable, en fait. Ouais. C'est la sensation que j'ai eue quand je l'ai découvert déjà à l'époque. Ça fonctionne, mais effectivement, le terme lourd, je pense que c'est ce qui arrive. Et je suis d'accord, Kurt Russell, il est tellement génial, mais le retrouver dans un rôle un peu... Ouais. On l'a tellement vu avec d'autres dimensions, avec d'autres facettes, que on passe de ces rôles qui sont quand même iconiques et on le voit jouer les gros bras, etc. Moi, je sais que ça a crissé un peu. Et en même temps, c'était le but. Donc, c'est pour ça que c'est un film qui est un peu entre deux eaux. Ça fait aussi quelques temps que je l'ai pas vu. Je reste sur les souvenirs et je préfère rester sur mes souvenirs. Je l'ai vu en salle, je l'ai vu en VHS, je l'ai vu sur Canal+, j'ai vu quand même un certain nombre de fois. C'est un film qui reste dans l'imaginaire collectif de notre génération aussi. Je sais pas ce que ça fait de le revoir maintenant. Je pense que ça doit, dans mes souvenirs, peut-être mieux vieillir maintenant qu'on a un peu de nostalgie sur ce type de film. Mais moi, je me souviens quand même à l'époque d'une forme de lassitude quand même du buddy movie à arriver à ce stade-là quand même. C'est quand même une formule qui moi, personnellement, commençait à vraiment à tirer à la corde, quoi. Ouais, bah tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est que c'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment sentir la formule buddy movie, tout ça, que des films comme Die Hard, qui va être une nouvelle formule du film d'action, arrivent quasiment à peu près au même moment, quoi. Moi, je trouve qu'il a gardé aujourd'hui une belle facture visuelle, étonnamment. Je trouve qu'il est très très bien filmé. C'est très joli, un beau scope, tout ça. Et c'est ça aussi qui le permet de tenir. Mais on est bien d'accord que c'est pas le haut du panier de la filmo de Stallone, bien sûr. L'ennemi extérieur des USA ayant disparu, les inquiétudes se déplacent désormais vers l'intérieur avec un sentiment de contrôle croissant, les puissances toujours plus fortes des multinationales et une certaine forme de perte d'identité. Dans ce contexte, un film s'interroge sur ces thèmes très modernes tout en proposant une vision dystopique du futur qui résonne encore aujourd'hui. Ce film, c'est bien sûr Total Recall, dans lequel on voit Schwarzenegger, ex-icône invincible des années 80, douter, perdre ses repères, chercher qui il est vraiment. On sent que quelque chose a changé. C'est la fin du héros tout-puissant, le début du vertige. Tu n'es pas toi, tu es moi. Sans blague. Total Recall, c'est un film qui même encore maintenant, je l'ai revu très récemment, qui est un peu bizarre à cataloguer et qui est à la croisée de plusieurs univers et plusieurs mondes. Alors ça peut occasionner le rejet. Moi je trouve que c'est un film qui reste toujours un peu inclassable maintenant. Ouais. Déjà Total Recall, c'est l'adaptation de Philippe K. Dick. Donc derrière, nous on pense toujours à Blade Runner, etc. Alors on va pas être dans Blade Runner, donc ça il faut déjà se le dire. Absolument. Un temps il y avait David Cronenberg quand même qui devait adapter Total Recall. Et donc ça aurait fait un film complètement différent. Là c'est Paul Verhoeven qui s'en occupe, il sort de Robocop, donc tout de suite c'est vraiment le film de SF série B mais aussi avec un fond hyper fort, etc. C'est vraiment le rêve de film à la fois de comic book, de cinéma d'auteur, de film d'action, donc on a toutes les planètes alignées. Et c'est vrai que Total Recall avec Schwarzenegger, il assouplit pas on va dire le texte et le film qui a quand même besoin de beaucoup de finesse, etc. Il fait un duo avec Sharon Stone qui est un peu incongru aussi. On a les punchlines à l'intérieur d'un film qui se veut quand même un peu plus profond. Enfin, chérie, sois raisonnable. Après tout, nous sommes mariés.
considère ça comme un divorce. Et pourtant, c'est un film qui, moi, à mon goût, fonctionne et est assez étonnant dans ses poupées russes. On essaie de pas trop spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais comme il y a Adrien. tout un jeu avec mais imagine si des jeunes nous écoutent, mais disons c'est le héros et en même temps il sait pas qui il est et il y a d'autres tiroirs en fait qui s'ouvrent. Donc l'idée vraiment du récit à l'acadique avec des gros guillemets est quand même là jusqu'au dernier moment, parce que ça se termine avec un effet de montage qui est soumis à pas mal d'interprétations. Donc le film est chouette, mais après faut aussi avouer qu'il ressemble à un gros film d'action, des fois un peu lourdeau, des fois beaucoup en studio, des fois pas toujours très fin, et ça va naviguer, ça va osciller quand même pas mal là-dedans, quoi. Moi, c'est un film sur lequel j'ai quand même beaucoup de tendresse, parce que c'est quand même un film bien fait, ça fait partie pour moi des derniers gros films de SF de cette époque-là. Et moi, il y a un petit détail qui me marque aussi beaucoup, et j'ai le cœur qui saigne, c'est pour moi le dernier gros travail de Rob Bottin, le célèbre maquilleur derrière les effets de The Thing, qui fait quand même un travail mais extraordinaire derrière ça. Alors il va pas arrêter sa carrière, il va faire quelques films derrière, mais il va faire Basic Instinct, il va faire des films hollywoodiens plus classiques, donc sur des scènes qui sont marquantes, mais où son imaginaire fou va pas être aussi développé, et après il va disparaître de la circulation. Rob Bottin, on sait pas véritablement où il est, il va plus faire de cinéma, que c'était l'un des plus grands artistes de FX, et je trouve que Total Recall c'est un festival quoi de maquillage de Rob Bottin, quoi. Donc moi je vois aussi ça comme star du film, quoi. Ouais, non, moi je trouve pareil comme toi. J'abonde complètement dans ton sens et tout ça, y compris dans ses excès négatifs comme positifs. Moi, je trouve que le film, alors à l'époque, c'était une véritable baffe, à la fois l'idée de la poupée gigogne, etc. Alors que pour les amateurs d'animé comme nous, voilà, quand on avait vu Cobra, la série animée Cobra, qui s'inspirait déjà de ce phénomène-là, de quelqu'un qui va aller voir une entreprise qui peut lui prodiguer des souvenirs pour endosser une vie alternative et ensuite jouer avec l'ambiguïté de est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce qu'on est dans la réalité, même si Cobra on va franchement pas dans le rêve. Là ici le film joue avec cette ambiguïté régulièrement, donc c'était pas totalement novateur pour nous. Et puis bon, moi j'avais pas lu la nouvelle de Kadik à ce moment-là, mais ça reste quand même un gros festival, et surtout c'est bourrin, c'est hyper sanglant quoi. Et voilà, moi je trouve que c'est un chouette film qui a quand même pris une petite claque aujourd'hui. On sent les maquettes, on sent le studio aussi beaucoup, mais voilà, c'est aussi un type de film comme on n'en fait plus vraiment quoi aussi. C'est marrant parce que c'est un film qui est un peu entre plusieurs époques, j'ai l'impression. C'est vraiment un film jointure, on est encore dans le film d'action, encore un peu gros bras, mais aussi on est dans un modèle de SF qui va arriver aussi dans les années 90, et on est peut-être aussi dans des idées de films, effectivement, là je pousse un peu, mais dans les années 2000, de récits imbriqués, les Inception, etc., on a quand même ces premières perspectives en fait là-dedans. Il y a tout ça, et c'est vrai qu'il y a tout ça pêle-mêle, et peut-être un peu n'importe comment aussi, il faut l'avouer. Alors moi je vous rejoins tous les deux, j'ai pas grand chose à dire de plus, vous avez tout dit, enfin en tout cas j'ai le même ressenti que vous. Déjà à l'époque, pareil, c'était un peu l'événement de la rentrée du mois d'octobre 90, avec 58 minutes pour vivre, la suite de Piège de cristal, et c'était une claque visuelle à l'époque. Enfin voilà, en fait je suis en train de vous paraphraser, mais je vous suis à 100% là-dessus. Enfin en tout cas sur vos impressions d'hier et d'aujourd'hui, je vous suis à 100%. Et avec une musique exceptionnelle de Jerry Goldsmith. Ouais, tout à fait. Moi je l'ai vu il y a assez longtemps, donc j'ai assez peu de souvenirs, mais je regarde quand même un très bon souvenir. Je dirais même un triplement bon souvenir pour ceux qui ont vu le film. Mais voilà, je l'ai vu peut-être un peu trop jeune, mais j'avais bien aimé. Et oui, Mick, je te rejoins de fou sur... parce que moi j'ai découvert l'animé Cobra il y a peu de temps, et en fait ça m'a sauté à la gueule tellement c'est Total Recall quoi. Mais ouais, il faut que je le revoie. Je l'ai acheté en 4K là, mais il faut que je me le refasse. Mais j'en ai un très bon souvenir, un peu comme vous quoi. Et un film qui a été remaké en 2010 et quelques, avec Colin Farrell. Et franchement le remake il vaut pas un clou à côté quoi. Personnellement je trouve. Ce début des années 90 représente un moment un peu embarrassant dans la carrière de Sylvester Stallone, qui continue à chercher un nouveau souffle.
Il tente alors à ce moment de casser son image en allant vers la comédie familiale et burlesque avec L'embrouillé dans le sac et Arrête ou ma mère va tirer. C'est une prise de risque certes, mais qui tombe totalement à plat. Ces deux films sont mal accueillis, aussi bien par la critique que par le public. Il marque son décalage avec l'époque et son incapacité passagère à se réinventer avec succès. Alors vous en pensez quoi de ces films, messieurs ? Le meilleur gag de L'embrouillé dans le sac, c'est Stallone qui reprend le rôle de Louis de Funès, quoi. Je veux dire, là, c'est génial. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même pas besoin de voir le film. C'est le gag, il est déjà sur le papier, il est dans le pitch, il est sur l'affiche, c'est tout. On encadre l'affiche dans sa chambre et on a le meilleur de la proposition. Donc j'adore ce film. Je l'ai pas vu, j'ai pas besoin de le voir. Eh ben écoute, moi je vais le défendre, tu vois. Donc on l'avait vu ensemble, Max, au cinéma. Ouais, tout à fait. C'est pas parfait, mais c'est quand même très envolé. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est un remake d'un film de Molinaro avec De Funès, qui s'appelait lui aussi Oscar. Et là, c'est John Landis qui le réalise et on sent qu'il veut faire une screwball comédie. Vous savez, les comédies des années 30-40 où les gens se chevauchaient quasiment tellement qu'ils parlaient vite et que c'est sur le phrasé que ça se joue. Et là, on est à la fois sur du vaudeville, de la screwball comédie, du comique de situation et tout ça. Il y a toute une énergie qui est dedans. Tout n'est pas bien sûr totalement oufissime, maîtrisé, mais il y a plein de gags qui font vraiment le sel du film. Je trouve que le film est assez marrant, il y a plein de punchlines, on sent comment il s'appelle, Stallone, qui se sent dépassé par la situation, avec sa situation familiale d'un côté, ce sac qui arrête pas de changer de main et tout ça. Il y a plein de moments qui sont hyper drôles et je trouve que même le public s'acharne injustement sur ce film. C'est totalement mérité pour le suivant, Arrête ou ma mère va tirer, parce que c'est juste un sous-téléfilm de triple zone. Mais franchement, L'embrouillé dans le sac, c'est pas si mal réalisé que ça. Et il y a une bonne énergie. Après, peut-être que le défaut du film, c'est Stallone en fait. C'est la présence de Stallone. Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Le film, il est pas mauvais en soi, mais c'est une adaptation plutôt bien foutue du film de Molinaro qu'a fait John Landis, qui est, faut le rappeler, quand même loin d'être un branque. C'est quand même le réalisateur d'Un fauteuil pour deux, Le Loup-garou de Londres, enfin plein de super films. C'est rythmé, la direction artistique est canon. Mais le problème, c'est Stallone. On sent qu'il est pas à sa place, il en fait des caisses, ça se voit tellement que c'est pas son truc, la comédie. Et donc le seul handicap du film, c'est son acteur principal en fait. Quant à Arrête ou ma mère va tirer, qu'on avait vu aussi en salle, Mick, ensemble, là pour le coup, il y a rien à en tirer, c'est juste nul de bout en bout. Stallone, il est pathétique dedans à vouloir faire comme Schwarzenegger dans ce duel à distance. Et d'ailleurs, le public ne s'était pas trompé à l'époque. Les deux films ont été de véritables échecs au box-office. Oui, tout à fait, ouais. Mais en fait, il y a aussi une différence entre Stallone et Schwarzenegger aussi, c'est que Schwarzenegger, vraiment, c'était sincère. Quand il est allé voir Ivan Reitman, il voulait faire une comédie, il y a une démarche sincère et c'était pas pour calquer les choses sur quelqu'un d'autre, alors que Stallone, on sent bien qu'il se sent en perte de vitesse et il voit que son némésis du moment réussit dans la comédie, donc il se dit je vais peut-être essayer de faire la même chose, et donc il y a ce calcul-là, non seulement lui convient pas dans sa stature, mais ça rend l'entreprise un peu malhonnête, quoi. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que pour Oscar, sur le plateau avec John Landis, ça s'est super mal passé entre les deux, parce qu'en fait, Stallone avait du mal à comprendre l'esprit Tex Avery de John Landis, alors que lui il cherchait à faire un Frank Capra ou un truc comme ça, et donc les deux se sont vraiment pas bien compris et Landis demandait de refaire des dizaines et des dizaines de fois les prises, ce qui énervait Stallone, et donc ça s'est très 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 mal passé. Et la petite blague qu'on a su des années plus tard, qui est mentionnée dans le documentaire de Schwarzenegger là, c'est que Schwarzenegger a fait croire qu'il était intéressé par le scénario de Arrête ou ma mère va tirer, pour que, tout en sachant que le scénario était vraiment ultra merdique, pour que Stallone, lui, se jette dessus pour dire « Ouais, j'ai chopé le scénario qu'a pas pu avoir Schwarzenegger », avant de se rendre compte que c'était un vrai prank, quoi.
Attends, il y a Adrien qui se prépare et il va dire qu'il adore. Surtout Arrête où ma mère va tirer. Vous êtes bien assis. Alors, ces deux films... C'est un chef-d'œuvre. Je me suis marré comme un bossu. Ces deux films, je vais vous surprendre, mais je les ai pas vus. C'est notre running gag. Mais j'en vois plein là, putain, des films que j'ai vus là. Bordel, vous parlez que de ceux qu'on n'a pas vus. En plus, on n'arrête pas de s'acharner sur cela. Il a carrément demandé. T'inquiète pas, ça va revenir là. Ça va revenir. Quoi. Alors, attends, tu fais partie de la team Stallone et t'as pas vu ces deux films-là? Non, parce que j'ai du goût, quoi. non, mais c'est. En fait, je pense que je les ai pas vus tout simplement pour une raison logique, c'est que le temps les a mis de côté, je pense, un petit peu, et que je me suis pas rué dessus dès le début, même si je les connais de nom. Enfin, en tout cas, Arrête où ma mère va tirer, c'est un truc, voilà, je l'avais de nom, mais jamais je serais allé là-dedans. Non, ça va. Non mais Adrien, dernièrement tu as vu La Belle Étincelle, tu as vu Discount, tu pourrais faire un effort. Oh, moi j'ai vu Conan, mais c'était de la merde. Oh là là. Bon, allez, on enchaîne. La tentative assumée de reconversion comique se passe mieux pour Schwarzenegger. Dans Un flic à la maternelle, il capitalise sur son image de machine de guerre impassible pour mieux la détourner dans un univers enfantin. Un an plus tard, la machine de guerre revient encore, mais dans un film beaucoup plus mature, grave et visionnaire. La guerre froide est terminée, mais une autre peur monte, celle des machines, de l'intelligence artificielle, du pouvoir incontrôlé de la technologie. Le danger ne vient plus d'un ennemi russe, mais de ses propres créations. Dans Terminator 2, Schwarzenegger y reprend un rôle iconique, mais en protecteur, pas en tueur. Le monstre devient père de substitution. Le héros froid devient presque humain. 2 films, 2 facettes d'un acteur qui s'adapte et d'une Amérique en pleine transition. Nom de Dieu, t'as allé tuer ce gars-là? Bien sûr, je suis un Terminator. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Terminator 2, bon bah c'est juste un incontournable absolu. Suite de Terminator 1 sans blague, mais c'est pas juste une séquelle qui marche sur les plates-bandes. On est sur un film d'une ambition folle. Donc James Cameron qui est aux commandes, qui à la fois s'assoit comme un grand réalisateur de premier plan, qui reprend Schwarzenegger, qui n'était pas véritablement la star de Terminator, on l'avait déjà souligné la première fois, mais là qui devient vraiment l'acteur vraiment iconique, qui vraiment incarne la franchise, et on le verra dans le futur. Et l'ambition folle du film, c'est on l'a tous vécu de manière ébahie à l'époque, ce sont aussi les effets spéciaux. Ouais. Les effets spéciaux, on voyait des CGI, l'antagoniste qui est en métal liquide, des visions absolument extraordinaires, ouais. Et avec un film qui ne s'arrête pas à ça, avec un film qui est incroyablement bien écrit, visionnaire. On parle de l'intelligence artificielle là actuellement, qui est en train de prendre des initiatives, et on nous ramène ça à Skynet, la société qui a été inventée dans Terminator 2. On en entend parler dans la presse généralisée actuellement, aujourd'hui, en 2025, tout le temps, en référence à ce film sur des problèmes d'évolution technologique moderne. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 1997. Les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique. Skynet commence à apprendre à vitesse géométrique. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Pris de panique, ils essaient de couper les vannes. Skynet leur répond. Oui. Il lance ses missiles contre les cibles de Russie. Pourquoi attaquer la Russie? Ce sont nos amis maintenant. Parce que Skynet sait que la contre-attaque russe va éliminer ses ennemis dans ce pays. Donc là, on n'est pas sur seulement un bon film, on est sur un film qui est un monument du cinéma d'action, de divertissement, mais c'est aussi un film qui a véritablement compté sur l'évolution du cinéma, sur sa technologie, mais aussi dans un inconscient collectif, et c'est totalement indiscutable. On en a parlé la dernière fois, on peut préférer le 1, le 2, le 1 ou le 2, dans les Terminator. Et moi, personnellement, je préfère largement le 1, parce que le 2, il y a des trucs que j'aime un petit peu moins, mais c'est devenu incontournable. Et c'est là aussi où des punchlines arrivent chez Schwarzy, le fameux Hasta la vista,
baby. Qui va aussi réutiliser durant sa vie politique, et on va l'appeler le Gouvernator, non pas en référence à Terminator 1, mais véritablement à ce qu'il incarne dans Terminator 2. Donc là, on est sur quelque chose qui est juste monumental. Et je pense que c'est pour ça, moi, dans ma team Schwarzy, je suis pas toujours pro Schwarzy dans mes films, il n'y a pas que du bon, mais les moments forts de la carrière de Schwarzy sont tellement monumentaux, pour moi ils sont tellement saillants que c'est pour ça qu'il n'y a pas de doute, moi, dans ma team, avec des films comme ça. En fait, Terminator 2, c'est une astuce scénaristique géniale, parce qu'on arrive aussi au début des années 90, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le politiquement correct qui commence un peu à s'installer. Il faut faire attention aux messages, aux morts qu'on représente sur l'écran, etc. Et donc c'est un film qui coûte très très cher. C'est le plus gros budget hollywoodien jamais produit jusqu'à cet instant T. Et en fait, Cameron doit réfléchir intelligemment pour intégrer Schwarzenegger et faire en sorte qu'il tue pas à toute berzingue tout le monde et tout ça, parce que il pourra pas monter un film aussi violent que ce que pourrait laisser entendre le Terminator 1 devenu Terminator 2, quoi. Et donc il utilise un Terminator qui devient protecteur, donc il inverse les rôles, il devient protecteur vis-à-vis de John Connor, donc ça c'est déjà une première astuce scénaristique. Et puis en fait il va faire le serment en cours de route de ne pas tuer les gens comme ça à tour de bras, mais il va s'amuser à tirer sur les genoux de ses opposants. Il vivra. Il y a des punchlines aussi qui sont très drôles à ce sujet-là. Mais il y a une astuce scénaristique vraiment très forte de la part de Cameron pour intégrer ça par rapport à ce budget. Et c'est quelque chose qui s'amorce et qu'on retrouvera aussi dans la Team Sly, parce que je pense qu'il y a aussi des ponts à ce sujet-là avec Demolition Man. On y reviendra après. Que dire de plus après je pense qu'Eric t'as fait tout le résumé qui fait que moi je préfère le 2, et je l'avais expliqué déjà dans la première partie, mais voilà, tu t'as tout dit sur le fait que le film est extrêmement visionnaire, qu'il est totalement ancré dans l'époque actuelle, dans nos peurs actuelles, dans ce qu'on est en train de vivre et dans la révolution technologique dans laquelle on est avec l'intelligence artificielle. Je le trouve, et je l'avais déjà dit la première fois, je le trouve visuellement toujours aussi bluffant. 35 ans plus tard quand même, le film a 35 ans, faut pas oublier, quoi. Aujourd'hui il bouge pas, la photo est magnifique, les effets spéciaux sont toujours dingues. 35 ans plus tard, t'as pas un Marvel aujourd'hui qui lui arrive à la cheville visuellement, et même scénaristiquement, n'en parlons pas, voilà. Et tous les deux vous avez bien résumé ce que moi je pense du film. C'est vraiment un film que je mets dans la carrière de Schwarzenegger, que je mets au-dessus de tout presque, avec Conan, désolé Adrien. mais voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, je vous suis à 400%, et voilà, moi c'est vraiment je pense réellement que c'est mon Schwarzenegger préféré, pour tout ce que j'ai dit avant et tout ce que je viens de dire là et tout ce que vous avez très bien résumé tous les deux, quoi. Yes. Pour moi, pour conclure, je pense que T2 dans ce podcast, du coup, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire c'est le vrai bon film de Schwarzy, le seul pour qui on pourrait basculer avec Terminator 1. Non, je pense que voilà, j'ai rien à dire dessus, hein. Le film est quasiment parfait, c'est l'un des meilleurs films de son genre. Le truc est indéboulonnable, donc voilà, évidemment j'adore Terminator 2, je ne peux que m'incliner sur ce coup-là. Après les échecs de ses deux précédentes comédies, Stallone tente un retour au cinéma d'action pur et dur, dans un rôle plus classique, viril, mais avec une certaine noirceur. Cliffhanger, c'est un Stallone relooké pour les années 90. Toujours musclé, mais moins invincible que dans Rambo 2. Il souffre, doute, grimpe à main nue en pleine tempête. On revient à un héros plus humain, mais toujours spectaculaire. Cliffhanger est plus proche de Piège de cristal que de Cobra. La violence est plus sèche, les héros sont vulnérables, les décors naturels remplacent les explosions absurdes. Moi, je suis obligé d'en parler en premier. C'est vraiment... Le truc, c'est qu'en fait, moi, je me souviens, quand il arrive, il va le présenter à Cannes, au moment de la présentation du film à Cannes. Ovationné, tout le monde l'adore, etc. On le voit faire son comeback, parce qu'on a l'impression qu'il a fait une traversée du désert à ce moment-là, parce que Rocky V a déçu pour X raisons, que les deux comédies sont quand même un peu bien souterraines. Tango et Cash, même si moi j'ai de l'affection pour le film, c'est pas non plus le haut du panier de sa filmo. Haute Sécurité, qui est un très bon film, est passé quand même relativement inaperçu, donc on a l'impression qu'il revient. C'est pour ça qu'on n'en parle pas.
Non, mais pourtant c'est un bon film. Mais donc ouais, quand on le voit revenir, et on est très content quand on est fan du bonhomme avec ce projet, voilà, qui résume encore une fois la carrière de Stallone. Il va falloir donner de sa personne, souffrir physiquement pour remonter au sommet de la montagne, du sommet du box-office en clair, quoi, en reprenant la formule qui est très actuelle à ce moment-là de Die Hard, comme tu l'as dit, quoi. Et le film s'ouvre avec une séquence mais monumentale, avec le trauma du héros qui n'arrive pas à sauver quelqu'un, une alpiniste qui va mourir, et rien que ce petit moment, pour moi c'est digne de... Alors Adrien, toi t'avais fait une vidéo sur Scream, l'introduction de Scream, toujours dispo sur YouTube, sur Retour à l'écran, la chaîne de Retour à l'écran. Moi je trouve que cette séquence d'intro, elle est tellement forte qu'elle est digne justement de quelques années plus tard de celle de Scream, justement. C'est vraiment une intro très très forte. Et justement, le film a du mal à se remettre de cette intro qui est tellement forte que le film est un cran quand même un peu au-dessous, et surtout on voit tellement la codification de Die Hard, et les méchants sont quand même moins complexes que dans les Die Hard aussi, même si j'aime bien John Lithgow, c'est quand même pas non plus Alan Rickman dans le premier Piège de cristal, donc il y a quand même des petits bémols. C'est pas Hans Gruber, c'est pas Hans Gruber, quoi. Les effets spéciaux se voient un peu, même à l'époque, se voyaient un peu, même si voilà, c'est les premières tentatives un peu CGI aussi pour incruster Stallone sur le flanc de la montagne, tout ça. Il y a des super séquences. Je suis hyper content de le revoir à ce moment-là, mais j'ai du mal à le revoir aujourd'hui, j'avoue. Voilà. Alors, je te suis à 400%, encore une fois. On fait pas partie de la même team, on est souvent d'accord. Mais c'est la mafia, quoi. C'est la mafia Retour à l'écran. Non, ouais, la séquence d'intro, elle est juste dingue, et le film n'existe pas après, en fait. Et voilà, à chaque fois que je tente de le revoir, après la séquence d'intro, je craque quelques temps après, parce que je sais que la suite ne sera jamais à la hauteur. Cette suite, elle est plus classique, plus convenue, et cette fois, il va plus sur les plates-bandes de Schwarzenegger, mais sur celles de Bruce Willis, parce qu'il cherche, une nouvelle fois, à aller vers ce qui marche, mais toujours avec un train de retard. Bon, ça reste un thriller plutôt correct, mais ça casse quand même pas trois pattes à un canard. Il y a pas mal de scènes qui ont été tournées dans les Dolomites italiennes, mais la majorité ont été shootées en studio, et ça se voit tellement que la dernière fois que je suis allé jusqu'au bout, ça m'a fait sortir du film. Voilà, comme toi, je reste hyper mitigé sur Cliffhanger, quoi. On a oublié de dire que c'était réalisé par Renny Harlin, qui venait de faire 58 minutes pour vivre, qui est la suite directe de Piège de cristal. Et donc c'est un très très bon artisan, quoi. Voilà. Et il s'est fait d'ailleurs un peu prier pour faire le film, parce qu'au départ il avait peur de faire doublon sur du film d'action, etc. Et donc ça a pas été un choix de cœur immédiatement. Et c'est vrai que c'est un film qui est un peu anachronique, et on voit très clairement que Stallone est un petit peu à la traîne, surtout encore une fois quand on voit que en face le concurrent faire Terminator 2, etc. Là il y a quand même un gap qui est énorme. Moi j'aimerais revenir sur cette scène d'intro qui est très forte, mais comme le mauvais côté des très bonnes scènes d'intro très fortes comme celle de Scream, c'est que ça a été tellement parodié. Oui, aussi, et pour toutes les personnes qui ont vu Ace Ventura en Afrique, il y a une superbe parodie de Cliffhanger au début qui malheureusement flingue définitivement la meilleure scène du film. Donc le petit intérêt qui restait encore à regarder Cliffhanger maintenant, ça y est, c'est zappé. Il est bien dans sa team. Ah ouais, il est bien ancré, tu peux pas en douter, ça, jusqu'au bout. Je laisse rien passer. Adrien, aide-nous, il faut qu'on remonte la pente là, faut qu'on remonte sur le haut de la montagne. Je l'ai pas vu. Ah putain, mais non. Je suis tout seul. Oui, je fais partie d'un podcast cinéma, je rappelle. Mais ouais, non, je l'ai pas vu, je suis désolé. Pourtant, j'ai vu Ace Ventura en Afrique, mais... Oh merde. T'as vu le meilleur de Cliffhanger. Ah, mais t'es magique, Adrien, t'es magique. En 1993, Arnold Schwarzenegger se lance dans l'Axe Action Hero, dans lequel il tourne en dérision le héros d'action qu'il a lui-même incarné pendant plus d'une décennie. Invincible, cool, armé jusqu'aux dents, toujours en contrôle. Il joue Jack Slater, une caricature du personnage type des années 80, mais dans un film où la frontière entre fiction et réalité s'effondre, où un gamin entre littéralement dans un film d'action. C'est la première fois qu'Arnold rit ouvertement de sa propre image, tout en essayant de la renouveler.
C'est audacieux, mais le public n'est pas prêt à voir son héros de guerre froide se moquer de lui-même. Last Action Hero sort juste après Jurassic Park et se prend un mur au box-office. Le message est clair, le public veut autre chose. Les effets spéciaux numériques remplacent les explosions. L'humour change, devient plus cynique. Les héros deviennent plus ordinaires, moins bodybuildés. Last Action Hero, c'est un film qui est assez étonnant et c'est un film qui, je pense, ne procure pas la même expérience qu'on l'ait vu à l'époque ou qu'on le voit plus tard et particulièrement maintenant. Parce que c'est un film, comme tu l'as dit Max, qui est même méta. Ouais. Et comme il y a des films méta dans les années 90 ou plus tard dans les années 90, mais c'est plutôt dans le cinéma dit fantastique ou d'horreur qui va plutôt s'emparer du style méta avec Scream, avec les personnages qui connaissent eux-mêmes les films d'horreur, donc ils vont pas aller là parce qu'ils anticipent, etc. Ou même John Carpenter qui fait L'Antre de la folie avec on rentre dans le film, etc. Donc là, on a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là, mais quand le film sort, je pense qu'on s'en rend pas compte. On sait que le film a eu une genèse un petit peu difficile et ce ton a été assez complexe. On a un grand réalisateur, on a John McTiernan aux commandes, mais on sait que ça a été en coulisses une guerre assez complexe et que le film qu'on a est un petit peu contraint lui aussi. Donc en fait, il y a eu un espèce de glissement de déphasage un peu comme ça, alors que le film, quand on le revoit maintenant que ce cinéma-là n'existe plus et que Schwarzenegger n'est plus ce qu'il était, en fait, c'est un très beau chant du cygne, c'est un très bel hommage à un cinéma qui n'existe plus et qui est en train de ne plus exister, sauf qu'on s'en rend pas compte à l'époque où le film sort, et c'est pour ça que le revoir maintenant, c'est vraiment, c'est marrant, c'est fun, il y a des lourdeurs, mais je trouve que c'est surtout extrêmement nostalgique, et quand on voit le plan final du film où c'est une voiture qui fonce dans un coucher de soleil avec le personnage de Schwarzenegger qui nous dit au revoir littéralement, en fait c'est toute une époque qui s'en va avec ce film. Moi c'est un film que j'ai tellement préféré revoir récemment, alors qu'à l'époque je dois vous avouer que j'étais très décontenancé par le résultat. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Mais si, tu dis toujours ça. Moi, je l'ai jamais vu comme un chant du cygne, ce film. Au contraire, je le vois plutôt, ou je l'ai toujours vu plutôt comme une nouvelle façon de se renouveler pour Schwarzenegger. Comme souvent, et on en a parlé précédemment, on sent une volonté de nous proposer encore une fois quelque chose de nouveau, parce que t'as raison, le côté méta, il était encore hyper marginal à l'époque. Et voilà, je l'ai vu aussi comme une autoparodie, pour le coup, super fun et intelligente, et aussi comme une forme d'hommage au cinéma qu'il a révélé, mais sans pour autant sentir justement que c'était la fin. D'ailleurs, la suite de sa carrière va le prouver. Au-delà de ça, c'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que j'aime toujours autant parce que McTiernan, ça reste un GOAT, quoi. Le film, il est bourré de scènes d'action ultra spectaculaires, c'est rythmé, c'est fun, c'est super bien écrit. Je pensais d'ailleurs à l'époque que le film allait être un gros carton pour Schwarzenegger et j'étais moi aussi super surpris du contraire. Moi, pareil, on l'avait vu ensemble et on avait adoré tous les deux. Et alors moi, je l'avais pas pris comme un chant du cygne, mais comme vraiment une déclaration d'amour au cinéma. Sur toutes ses formes, que ça soit du film d'auteur, du film méta, etc., d'une relecture comme ça, presque parodique, parce qu'il y a cette forme-là, mais c'est un film qui sort pas entre deux hot shots, le premier hot shot et le deuxième hot shot. Il y a quand même quelque chose qui y ressemble, et pourtant il a un véritable cœur qu'on retrouve dans d'autres films, je sais pas, qu'on pourrait retrouver dans les Goonies ou des choses comme ça. Il y a un vrai, je pense à ça parce qu'il y a un enfant au milieu, mais il se distingue des hot shots par cette approche vraiment premier degré vis-à-vis de l'enfant, du regard émerveillé vers le cinéma, etc. Plus la déconstruction d'un cadre du cinéma d'action de l'époque, qui a une aisance dans le découpage, l'espace, la topographie, tout ça. Donc moi, c'est ça qui m'avait hypé. C'est extrêmement bien découpé, c'est très lisible, c'est-à-dire que tout
tout ce qui est décortiqué, il fallait quand même éduquer le spectateur de 1993 à comprendre ces trucs-là, les rouages, déconstruire, etc. C'est fait avec une aisance, une facilité assez étonnante. Et le dernier point que je trouve fascinant, c'est tous ces dialogues punchline de Schwarzenegger, comme voilà, comment tu vas faire pour claquer des doigts une fois que je t'aurai bouffé les 2 pouces. Hamlet, être ou ne pas être, voilà, tout ça c'est vraiment c'est du pain béni, quoi. Le coup de ranger mes chaussettes. Quand il va avoir le méchant et il dit non, je préfère faire quelque chose de beaucoup plus dangereux, comme ranger mes chaussettes, par exemple. J'adore. L'une de mes punchlines préférées. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Sans oublier un petit clin d'œil à Stallone, quand même. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il est fantastique, il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Je vais conclure, pour une fois je l'ai vu. Je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais j'ai dû le voir du coup en 2012-13. Ce qui me fait me dire que en fait moi j'ai découvert que ce matin en regardant le documentaire sur Arnold que en fait c'était un bide. En fait moi je pensais que le film avait de ouf marché. Enfin moi quand je l'ai vu ça m'est pas évident. Enfin pour moi c'était un truc complètement établi. Et du coup je l'ai vu peut-être avec une lecture plus facile du côté méta, et moi j'ai adoré Last Action Hero, même si j'avais trouvé quelques lourdeurs aussi. Je l'ai trouvé hyper coloré, hyper fun, etc. Je me rappelle juste que le gamin je le trouve imbuvable, mais bon, peut-être que en le revoyant, je l'ai aussi acheté en 4K, voilà, faut que je me le refasse, peut-être que ça me reviendra, mais en tout cas je regarde quand même un beau souvenir. Dans une Amérique qui doute avec la montée de la criminalité urbaine, des tensions raciales et une nouvelle censure qui fait son apparition, elle se pose la question de son avenir. Dans ce contexte, Stallone choisit judicieusement de s'emparer de cette question dans Demolition Man, un film qui joue sur 2 tableaux. D'un côté, une société aseptisée, hyper contrôlée, où tout est régulé, safe, lisse, dépolitisé. Une dystopie en mode Disneyland, où même les insultes sont interdites. Vous foutez de ma gueule? John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est la critique d'un futur qui va trop loin dans le politiquement correct et le contrôle social. En face, un flic des années 90, cryogénisé et réveillé dans ce monde du futur qui arrive avec sa testostérone, ses méthodes brutales, sa virilité à l'ancienne. Bref, un héros des années Reagan lâché dans l'Amérique de Bill Clinton. Le contraste est volontairement absurde. Demolition Man se moque autant de la brutalité du passé que de l'aseptie du futur. Et dans ce duel entre chaos et contrôle, le film dit en creux que la solution n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans un équilibre entre ordre et liberté. C'est un film visionnaire. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression d'être aujourd'hui. Le politiquement correct, tout est un peu guindé, tout ça. Le tout technologie, l'infantilisation de la pop culture. Voilà, dans le film, ils écoutent des pubs, des vieilles pubs comme des tubes pop des années 80 pour nous, quoi. Donc il y a tout ça qui est assez drôle. C'est très drôle. C'est quand même assez bien foutu. Alors ça n'a pas du tout la carrure de Last Action Hero en termes de mise en scène, parce que Marco Brambilla il se défend super bien, hein, c'est vraiment bien, mais c'est pas le step, il y a 3-4 marches au-dessus avec largement, même je te vois Adrien, mais alors il y a même 28 marches au-dessus par je suis un peu marseillais sur les bords. Le John McTiernan, c'est voilà, il y a pas photo, mais voilà, Demolition Man c'est très réussi, et c'est surtout un film qui selon moi vaut surtout pour son scénario, la qualité de son scénario. Et toutes ces vannes, l'histoire des 3 coquillages pour aller aux toilettes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette. Vous avez dit papier toilette? Au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Tout ça, le côté complètement les années 80 versus une sorte de présent trop politiquement correct, et tout ça, ça marche du feu de Dieu. Le méchant est plutôt charismatique, interprété par Wesley Snipes, c'est plutôt pas mal. Et
ça devrait être un plaisir coupable, mais c'est quand même au-delà. Je trouve que quand même c'est un film mortel, enfin c'est mortel quoi. Voilà. En fait moi je trouve que ce film là, en fait il y a deux choses, il y a le côté justement toute cette critique de la société bien en avance, hyper visionnaire de la société actuelle, et il y a le côté action avec Wesley Snipes. Ça en fait, aujourd'hui en fait ça m'intéresse pas, mais par contre je trouve le film, et t'as raison, tellement bien écrit, tellement brillant dans sa façon en 93 de voir comment la société elle a évolué, c'est hyper brillant, et de regarder ça, alors là pour le coup de le voir aujourd'hui, c'est encore plus un kiff. Que diriez-vous si je vous disais que vous êtes une brute fossilisée, symbole d'une ère décadente, heureusement disparue? Je sais pas, merci. Honnêtement, cette partie-là, elle est vraiment géniale, quoi, pour moi. Quand même, quand le film à l'époque sort, Stallone il est quand même au creux de la vague, il a quand même eu pas mal de casseroles. Cliffhanger a été un sursaut mais un petit peu désuet quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Un film de SF à la traîne pour copier Total Recall de Schwarzenegger. Demolition Man, c'est la surenchère par rapport à Last Action Hero, et il engage donc Marco Brambilla. Vous parlez de ce réalisateur là, mais à l'époque c'est son premier long métrage, il est tout jeuneau, et très sincèrement prendre un jeune réalisateur à la tête d'un film aussi lourd avec une star comme Stallone, on va pas se mentir, c'est pour l'écraser, pour prendre le contrôle. Donc en gros, Stallone, on croit qu'il évolue, mais non, en fait, il s'enfonce de plus en plus dans sa carrière et dans ses travers. Donc on va au cinéma pour constater l'étendue des dégâts, bien évidemment, et pour se régaler quand on est dans la team Schwarzy. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vachement bien, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le film est super. Alors, je suis d'accord avec toi, Max, avec le recul, c'est pas tant les scènes d'action, parce qu'on se souvient du son en élastique, avec le gun au début, etc. C'est des cascades qui étaient impressionnantes, mais qui pour moi, ne restent pas trop dans l'inconscient collectif, mais c'est tout l'univers, l'écriture, c'est critique sociale qui est dedans, qui est hyper pertinente encore aujourd'hui, qui est drôle. Moi, je me souviens plus de Demolition Man, des bruitages d'arrière-plan quand quelqu'un dit un gros mot, il y a un distributeur de pénalité de gros mots qui vous envoie un billet avec un petit bruit comme ça qui sort. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. 5 crédits pour infraction respectée au code de moralité du langage. Plus besoin de coquillage. Et on va le retrouver tout au long du film. Dès que quelqu'un dit un gros mot, on va entendre dans l'arrière-plan de la bande-son le distributeur à gros mots. Je me souviens en particulier de ça, et les scènes d'action quelque part on s'en fout, et c'est vraiment un superbe film, avec la réponse justement à la blague de Last Action Hero avec Stallone, où là maintenant on apprend que Arnold Schwarzenegger est président de ce monde, voilà, des États-Unis, dans ce monde du futur, et ce qui rend encore le quotidien encore plus affreux pour le héros joué par Sylvester Stallone. Ça fait un certain temps maintenant que je me passionne pour vos exploits. J'ai d'ailleurs visionné des reportages d'époque à la Fondation Schwarzenegger. Je me souviens de la fois où vous avez pris cette... Attendez, la Fondation Schwarzenegger? Oui, la fondation du président Schwarzenegger. Ce n'était pas un acteur quand vous... Me dites pas qu'il a été président? Si. N'étant pas natif du pays, il n'aurait pas dû l'être, mais sa popularité était telle qu'un 61e amendement a été voté. Ouais, je veux pas le savoir. Donc c'est un régal de tous les instants et absolument visionnaire, c'est vrai. Donc c'est vraiment un film vraiment qui est très à part, qui est très malin et effectivement extrêmement bien écrit. Moi alors Demolition Man, je le découvre finalement dans le même coffret Jiffy que Cobra, et du coup je suis quand même assez jeune, et je trouve que quand t'es gosse, le film passe hyper bien. Et pour le coup je suis pas du tout d'accord avec toi, Mick. Enfin, objectivement un tout petit peu, mais dans le fond je trouve quand même que ça met une vitesse de malade à Last Action Hero, tellement plus culte. Enfin, je trouve que le truc des coquillages, etc., tout le monde s'en rappelle, alors que Last Action Hero, faut walou quoi, y a rien. Enfin, le film est bien, mais voilà. En tout cas, je trouve que Demolition Man, c'est vraiment beaucoup plus ancré dans la pop culture aujourd'hui, et c'est vraiment un des films qu'on retient. Même si j'avoue, je n'y retourne pas beaucoup, et là, d'en avoir parlé, enfin de vous écouter en parler, ça m'a donné envie d'y retourner. Ouais. Mais ça donne envie, ouais, non, gros coup de cœur pour moi quand je suis petit. Je pense que je l'ai découvert au bon moment, et je pense d'ailleurs que c'était un meilleur choix à montrer à un enfant que Cobra, pour le coup, qui m'a peut-être pas aidé. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà le résultat, quoi.
En 1994, Schwarzenegger s'embarque une nouvelle fois avec James Cameron à un moment charnière de l'histoire américaine et mondiale. La menace islamiste commence à émerger dans les discours sécuritaires et on commence à parler de nouveaux ennemis. C'est aussi l'époque des doubles vies. Vie privée, travail, identité, tout se mélange et les figures héroïques se complexifient. C'est le mélange des genres qui fait tout le sel du film. Le héros de l'Amérique doit de nouveau montrer sa force, mais c'est aussi un père de famille dépassé par sa fille ado et sa femme frustrée. Ce film, c'est True Lies. Écoute, Hélène t'aime toujours. Elle a juste envie de se faire un autre mec que toi, c'est tout. C'est rien de sérieux tout ça, tu t'y habitueras très vite. Je ne veux pas que tu me remontes le moral. Tu veux commencer, Adrien ? Bah pourquoi pas, en plus je l'ai vu il y a pas longtemps, et je l'ai vu tout court même. Voilà, c'est... Ah, tu l'avais jamais vu, True Lies ? Si, je l'avais vu, mais il y a longtemps. En fait, je me le suis refait tout simplement, déjà pour le montrer à ma copine, et en plus parce que je me suis fait du coup la totale juste avant, du coup le film. Le film original, ouais. Le film original, voilà, qui est de merde. Et de Claude Zidi avec Miu Miu, Thierry Lhermitte et Michel Boujna. Et Eddie Mitchell. Et qui je trouvais pas bon. Mais enfin, en même temps, si j'avais pas vu True Lies avant, ça m'aurait peut-être été moins... Non, c'est pas bon. Ouais, c'est sympathique, mais c'est pas très bon. Ouais. Non, ouais, True Lies, voilà, moi c'est pas un film que j'adore non plus, je le trouve très correct, je le trouve drôle, voilà. Il passe comme ça, comme un Schwarzy, quoi, finalement. C'est voilà, je sais que ma copine a beaucoup aimé, moi voilà, j'ai apprécié, ça reste toujours un bon moment, mais j'ai pas un attachement particulier pour le film, voilà, sans plus quoi. Je dois vous avouer que même si le film a énormément de qualité et que en termes de réalisation et d'ambition, c'est un film qui est très fort, mais moi c'est un film que j'ai du mal à me passionner. Moi je trouve que c'est un peu le cliffhanger d'Arnold Schwarzenegger, c'est-à-dire c'est le pas de retour. Alors forcément c'est avec un réalisateur qui pousse le bouchon, mais les visions un peu militaristes de James Cameron peut lasser certains spectateurs, dont moi par exemple, et ce genre c'est pas ce que je préfère chez Cameron, et là on y est. C'est quand même très incongru parce que La Totale c'est quand même un film qui est quand même assez connu pour nous français à l'époque et qui a eu quand même un bon succès, et voir le remake américain c'est aussi incongru que voir Stallone qui reprend Louis de Funès, peut-être pas tout autant mais quand même quoi, et dire que que Schwarzenegger va reprendre le rôle de Thierry Lhermitte, c'est déjà nous en tant que Français, faut quand même s'asseoir un peu quoi, c'est-à-dire, et il y a Bill Paxton qui va prendre le rôle de Michel Boujna, c'est là on se dit qu'est-ce qui se passe. J'en ai toujours plusieurs sous le coude, vous savez. Mais il y en a une en ce moment qui a la langue qui pend jusqu'au sol. C'est génial. Elle fait quoi dans la vie? Une espèce de secrétaire juridique ou un truc comme ça. La fille un peu coincée, petite bourgeoise. Oh, mariée à un pauvre connard. Mariée à un pauvre connard. Ouais, vous savez, c'est pas l'apprécier. Et comme toutes ces bobonnes, si vous leur appuyez sur le starter, elles vous suceraient un pot d'échappement. Et on se dit mais ça va être chiant en plus parce que La Totale c'était pas clair. Ouf quoi. Et donc il y a tout un barnum, il y a des scènes fortes, il y a des scènes qui sont reprises exactement de l'original, hein, mais ça se termine avec des scènes d'action où il pète une autoroute, si je dis pas de bêtises à la fin. Mais moi personnellement ça me lasse, et surtout quand on voit après Last Action Hero, après les initiatives et puis après des films qui pour moi sont quand même plus importants, là j'y vois du spectaculaire bourrin. Et c'est c'est efficace, c'est à voir, c'est sympa, c'est du plaisir, il y a pas de problème, c'est un tour de manège quoi. Mais moi j'ai du mal à j'ai du mal à y voir plus loin, et Schwarzy fait du Schwarzy, et je trouve que le film aurait été avant Last Action Hero, et ce chapitre aurait été plus net avec le film de McTiernan. Je trouve que ça aurait été un petit peu plus cohérent, mais c'est là pour le coup c'est un espèce d'ultime baroud, parce qu'on verra que c'est le dernier film d'action de Schwarzy qui va vraiment valoir le coup en fait, en réalité. C'est étrange hein, ce film, parce que voilà, c'est James Cameron qui est à la barre. C'est vrai que c'est incongru. Comment on en arrive là, quoi? Comment ça lui arrive dans les mains, tout ça? C'est clairement c'est hyper bien foutu, évidemment. Enfin, on parle de James Cameron, mais par rapport au reste de sa filmo,
c'est un peu incongru, quoi. À la limite, c'est même plus incongru que ces documentaires sur les fonds marins, quoi. Mais parce qu'on comprend quand on connaît le bonhomme. Mais en même temps, bon, voilà, il y a une manière de fabriquer le film qui est juste extraordinaire, en fait, dans le découpage. Il y a une séquence de baston dans les chiottes qui est incroyable. J'arrive pas à savoir d'ailleurs si celle qu'on a dans Fallout de Mission Impossible. Ah, merci, voilà. Merci d'en parler. Si c'est un hommage ou pas, mais il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. De similarités, ouais, complètement. Ah putain, elles se ressemblent tellement les deux scènes, c'est ouf. Et voilà, il y a plein de moments que moi je trouve géniaux et pas forcément des moments d'action non plus. Ouais, voilà, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure. Enfin, on peut pas résumer True Lies à un film bourrin, quoi. Déjà, Cameron te pimpe de manière extraordinaire le film très moyen de Zidi, moyen, mais qui avait quand même un super scénar. Pour moi, True Lies, c'est d'abord et surtout une formidable comédie sur le couple, sur le mariage, en fait. Et surtout sur la déconstruction d'un modèle, celui de l'homme fort et de la femme au foyer, celle qu'on voyait dans les comédies, dans le cinéma américain des années 50, 60, 70 aussi, et même 80. D'ailleurs, dans True Lies, le personnage le plus intéressant, c'est pas tellement celui de Schwarzenegger, c'est celui de Jamie Lee Curtis. Parce qu'enfin, à côté de ce personnage ultra viril, la femme, elle est plus invisible, au contraire, elle s'affirme et elle devient le pilier du couple et sur lequel l'homme, aussi viril qu'il soit comme Schwarzenegger, va s'appuyer, quoi. Et pour finir par former une équipe où chacun est à égalité. C'est pour ça que j'ai du mal à admettre qu'on considère ce Cameron comme mineur, alors que il reste ultra intéressant dans le fond, en fait. Au-delà de ces scènes d'action qui sont toujours ultra spectaculaires, efficaces, ce que tu veux, 30 ans plus tard. Il y a des séquences vraiment assez incroyables. La séquence du pont, non mais le pont qui explose comme ça au-dessus, moi, pendant des années, j'ai cru qu'ils avaient fait vraiment sauter un pont, quoi, parce que c'est quand même indétectable et on n'est pas dans l'ère des CGI. Mais ils ont vraiment fait sauter un pont. Ils ont fait ça. Ouais, je crois que c'était une maquette, tu vois. Donc, ah ouais. Non, ils ont reconstruit toute une partie de ce fameux pont qui existe réellement en Floride, et ils l'ont fait exploser réellement. C'est quand même assez incroyable. Et puis il y a un final qui se passe avec un avion de chasse piloté par Schwarzenegger. Pareil, les plans sont incroyables. C'est bon, on est chez James Cameron, mais après c'est vrai que malgré tout ce que j'aime dans le film, je ne peux m'empêcher de mettre ce film au dernier rang de la filmo exceptionnelle de James Cameron, dont Titanic est un fervent n'est-ce pas, Eric? mais t'as raison, en tout cas pour le fait qu'il soit déclassé dans la filmo de Cameron, parce que vous avez sûrement dû voir l'exposition à la Cinémathèque sur l'exposition de James Cameron qui revisitait tous ses films avec des maquettes, des éléments de ses films, des croquis, des affiches, etc. On a pu retracer toute sa filmo, sauf Piranhas 2, mais ça on s'en doutait. Et effectivement, j'ai vu. Oui, j'ai adoré. Mais et puis effectivement, True Lies qui était pas là, quoi. Et c'est triste parce que même si c'est pas mon Cameron préféré, ça reste, je retempère, un film de très haut niveau comparé au film d'action classique lambda, et c'est faux qu'il n'existe plus quelque part. Alors il est ressorti en 4K avec les autres films de Cameron, etc., mais effectivement il n'était pas cité quand même au musée, alors que c'est dans cette expo, alors que il aurait eu au moins un petit bout de place, quoi. Abyss était peu cité, il avait un tout petit corner, ce qui est totalement aberrant, parce que pour moi c'est son meilleur film, mais True Lies rien, quoi. T'es viré. En plein air du thriller érotique, popularisé par le succès de Basic Instinct, Stallone choisit lui de tourner L'Expert, un thriller urbain, intime et sensuel, avec un héros plus introverti, presque hanté par son passé. On sent une tentative de repositionner Stallone dans un rôle plus mature, plus émotionnel, à contre-courant de ses gros bras des années 80. Le film mise beaucoup sur le duo Stallone-Sharon Stone, deux stars au sommet de leur glamour, mais le résultat n'est pas vraiment convaincant. En cette fin de première moitié des années 90, Schwarzenegger revient lui à la comédie familiale qui lui avait porté chance jusqu'à présent avec Junior. C'est le reflet d'une époque qui commence à interroger les rôles genrés,
tout en désacralisant ses icônes, avec humour et surtout maladresse. Junior, en fait, Junior, je suis même pas allé jusqu'au bout. En fait, à l'époque, je l'ai vu en VHS ou sur Canal, je sais plus, et je trouve que ça n'a... Enfin, déjà, j'ai du mal avec le postulat de départ, et même si voilà, l'idée peut être intéressante, mais pas traitée comme ça en fait. En tout cas, pas au milieu des années 90 et tout ça. Il y avait un vrai enjeu intéressant. Peut-être chez Cronenberg, ça serait peut-être vraiment intéressant, mais là, c'est vraiment balourd. Ça m'a pas fait rire et tout ça, et je trouve ça même un peu gênant comme ça. Mais après, j'aurais du mal à en dire d'autres choses parce que je l'ai pas ni vu en entier ni tenté de le revoir depuis les années 90, donc ça c'est un peu plié pour celui-là. C'est un peu là, c'est le pendant des deux films de Stallone comiques qu'on a cités tout à l'heure, hein, Oscar et surtout Arrête où ma mère va tirer. On est dans le même, pour moi c'est le même niveau quoi, hein, vraiment. C'est pas le haut du panier de Ivan Reitman qui a réussi des comédies mais qui en a foiré aussi quelques-unes, dont celle-là clairement quoi. Et l'expert, ça, tu vas en parler? Putain, l'expert c'est compliqué hein. Ouais, parce que j'ai même souvenir qu'on y était allés en salle ensemble, tout ça, et déjà en regardant le film on était mort de rire, on se moquait du film tellement c'était improbable, pourri, mal joué, enfin il y a rien qui va quoi, il y a rien qui va. Alors bien sûr Sharon Stone est très jolie etc machin, bien sûr Stallone il est musclé, mais ça fait vraiment pas un film, c'est très compliqué, donc ça on oublie, mais direct quoi, poubelle. Ouais, bah moi j'ai pas d'autre chose à dire. Là, l'expert c'est une merde, Jumeaux c'est une merde. Merci, à vous. Voilà. Au revoir. Ouais, pas plus. Hein. C'est la comédie de Schwarzenegger qui était pas un grand film à l'époque de Jumeaux, mais qui était un move audacieux et qui fonctionnait bien. Là, ça y est, devient quelque chose de naze, quoi. Donc, on est dans la descente, quoi. On est dans le truc qui s'effondre. Donc, voilà ce que je retiens. Et malheureusement, ça amorce la descente va continuer. Hein. C'est là où moi la team Schwarzy là sur les prochains opus, je vais sûrement bouger un peu, je vais sûrement me décaler, moi qui ai tant défendu mon héros jusqu'à présent. Ouais. Et l'expert, moi ce qui me fait marrer, c'est que franchement c'est Sharon Stone était déjà un couple incongru dans Total Recall avec Schwarzenegger. Oui, c'est vrai. Mais même s'il y a quand même des moments dans le film, dans Total Recall, entre les deux qui sont quand même assez étonnants et ça dissonne, mais c'était utilisé en fait par Paul Verhoeven dans le film. Et là par contre, moi j'y arrive pas quoi. Bah c'est Hollywood Night quoi, c'est Hollywood Night sur grand écran, ouais vraiment. Ouais. C'est ça, c'est en plus au-delà de ça, le film est d'un chiant. Il ne se passe absolument rien. Tu ne retiens, et elle dure des plombes. Une scène où ils sont tous les deux sous une douche à se bisouiller, et ça dure 10 minutes avec une musique au saxophone absolument ridicule. C'est, comme tu viens de le dire, Hollywood Night, mais c'est à se pisser de rire. C'est malaisant au possible. C'est de la parodie, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais, enfin, nul. Mais je retiendrai que la photo qui est assez jolie, qui est signée Jeffrey Kimball, que j'adorais à l'époque. Hein, c'est le chef opérateur de Top Gun, du Flic de Beverly Hills 2, de l'échelle de Jacob, de True Romance, tout ça. Grand chef opérateur devant l'éternel. Le roi du coucher de soleil. Le roi du coucher de soleil, voilà. Il a été à l'école de Tony Scott. Hein, il est toujours 19h50. Mais voilà, c'est le seul truc que je retiens du film finalement, c'est ça, quoi. Alors Adrien, je pense que est-ce que tu as vu l'expert? Non. Est-ce que tu as vu Jumeaux? Non. Je vais peut-être vous surprendre. Je les ai pas vus. Voilà. T'as ri. Écoute, je les ai pas vus. Pourtant, l'expert, on me l'a recommandé, hein, c'est dire. Oula. C'est quelqu'un qui te veut du mal. Ah, c'est ma mère, donc. Oh là là. Ah merde, pardon. Eh ben, pose-toi des questions, Adrien. Pardon. Et voilà, c'est sur cette très belle recommandation que s'achève cette deuxième partie de notre duel de titans. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie, dans laquelle on passera en revue non pas tous, mais les films les plus marquants du duo du milieu des années 90 à aujourd'hui. Et petit bonus, on achèvera ce thème par un gros quiz particulièrement dingue.
Merci Mick. Merci et bonne soirée à tous. Adrien. Merci Adrien. Merci. Et merci Eric. Et merci à tout le monde, merci pour votre écoute. Hasta la vista, baby. Moi c'est Max et je vous dis à très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.